fait, on est dans une société qui est complètement contradictoire. Le système, je le trouve de plus en plus maltraitant. Plus les années passaient, plus les budgets baissaient. Et finalement, en fait, on se prenait leur misère en pleine face et on n'avait pas vraiment de solution. J'étais vraiment écœurée. Et là, ça a été la révélation. Vraiment, arrête le social et va vendre des cups. Tout de suite, j'ai eu le déclic. Ça a complètement du sens pour moi. C'est un produit auquel je crois. J'avais pas de budget, donc tout ce qui était Facebook Ads, influenceurs, etc., c'était mort. Donc on me voyait moi, la fondatrice, qui préparait les colis. Je filmais tout et je partageais tout en fait. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, la marque s'est développée. Mois de juillet 2023, c'est plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, chaque mois était meilleur que l'autre. Salut Sokona. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis content de t'avoir sur le plateau. Tu fais partie de ces invités où j'ai besoin d'une liste pour justement pouvoir te présenter. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Donc tu es la fondatrice de la marque SoCup, créant donc une solution innovante dans l'industrie des menstruations. C'était une des premières marques créées dans cette industrie en France avec autant de visibilité. Vous êtes les premiers d'ailleurs sur Google. Tu as un ancien parcours aussi en tant qu'assistante sociale dans divers domaines, maternité, sans-abri, logements sociaux, soutien aux personnes handicapées. Une passion pour l'entrepreneuriat, qui a donc mené à créer cette révolution finalement autour d'un produit médical pour le rendre glamour. En 2020, malgré la crise du Covid, pour que les gens se rendent compte, on donne des chiffres, réalisation d'un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros avec SoCup. Et aujourd'hui, du coup, vous continuez votre croissance. Souvent même, tu en parles sur tes réseaux, des chiffres notamment même de juillet dernier. On est en août au moment où on en parle. Donc, on en parlera dans quelques instants. Tu as pu faire des collaborations avec de très grandes enseignes renommées comme VP, Beauté Privée, Casidomi. Tu as construit une énorme communauté aussi sur les réseaux de plus de 150 000 personnes fédérées autour de ta marque. Vous êtes paru dans des médias comme Au Féminin, Elle, Mademoiselle, La Provence, UFC Que Choisir, Doctissimo. Puis en plus de ça, à côté, tu es aussi maman, tu es aussi investisseuse immobilier. Il y a plein de choses que tu mets en place. Donc déjà, bravo pour ton parcours. Merci. Et très content de t'avoir ici sur le déclic. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? Alors du coup, moi ça a commencé, c'est vrai que je travaillais dans le social et j'aimais vraiment aider les autres, etc. Mais à un moment, j'étais vraiment écœurée par le système et je me rendais compte que de toute façon, plus les années passaient, plus les budgets baissaient et plus c'était compliqué d'accompagner correctement les personnes. Et finalement, en fait, on se prenait leur misère en pleine face et on n'avait pas vraiment de solution. Donc on était limite mi-psy, mi-conseiller conjugal, mi-policier, etc. Mais ça me convenait plus du tout. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette flamme et cette envie d'entreprendre, de devenir chef d'entreprise, de devenir femme d'affaires, etc. Mais le truc qui se posait, c'est que j'avais pas forcément d'idée. Au départ, je me disais, je sais que je vais entreprendre, je sais un jour, parce que le salariat, ça me correspond pas en plus. Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas de talent particulier, j'ai pas un truc qui me fait vibrer ou un produit que j'aimerais bien vendre, etc. Donc, je suis restée comme ça pendant plusieurs années, en ayant ça dans ma tête, mais sans savoir vraiment quoi lancer. Ok, c'est super intéressant justement parce que je te pose tout de suite cette question parce que souvent les gens qui sont dans des métiers sociaux, ils n'ont pas forcément cette envie entrepreneuriale parce qu'ils se disent non mais gagner beaucoup d'argent c'est pas forcément en accord avec mes valeurs, etc. Et du coup qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis ok c'est bon, j'ai l'idée, je me lance, j'ose. Ouais. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, la formation que j'ai faite, c'est conseillère en économie sociale et familiale. Donc, on est vraiment spécialiste du budget. Donc, on parle beaucoup de la question d'argent. Et juste avec mes anciennes camarades, on voyait que l'argent était très tabou. Et il y a aussi cette notion, on va dire, dans l'imaginaire commun en France, où les gens vont dire, ceux qui ont de l'argent, c'est des mauvaises personnes, c'est pas bien, l'argent, c'est le mal, au secours. Et il y avait beaucoup ce discours dans le social, effectivement, puisqu'on va dire notre ennemi à nous, c'était un petit peu les industriels, les politiciens qui font rien pour les pauvres personnes, etc. Donc c'est vrai que malgré ça, moi j'avais en tout cas cette envie d'entreprendre et je pense que c'est aussi arrivé avec mon expérience antérieure que j'ai eue dans le marketing de réseau. Donc en parallèle du social, j'avais une activité en fait dans le MLM et du coup ça m'a beaucoup ouvert l'esprit en fait de me dire c'est possible, je suis pas obligée d'avoir ce chemin-là.
Et du coup, ça m'a vraiment, vraiment ouvert l'esprit, ça m'a ouvert aux autres, ça m'a permis de prendre confiance, de parler en public, etc. Et plus les choses avançaient, plus je me disais, mais c'est sûr que je vais entreprendre. Ouais. Et vraiment, le point qui a été où je me suis dit, non, là, c'est bon, c'est fini. C'est un jour, en fait, j'ai demandé à mon patron, en fait, des vacances, tout simplement. Et il m'a dit, ah non, là, moi, j'ai besoin de toi cette semaine-là, c'est pas possible, etc. Et j'avais un événement important. Personnel, et j'étais dégoûtée au point où je me suis dit, est-ce que je vais pas me mettre un arrêt maladie, quoi, tellement j'étais dégoûtée. Et du coup je me suis dit, mais c'est quoi ce système? En fait, même partir en vacances, je cotise, j'ai le droit, mais en fait non, c'est mon boss qui décide. Et là, ça a vraiment été le truc où je me suis dit, non, je suis obligée d'entreprendre. Ouais, ok, voilà. Je vois. C'est super intéressant, et justement tu utilises le mot système, et à un moment donné, tu parles aussi du fait que le système est maltraitant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, selon ta perception des choses? Ouais, en fait, on se rend compte que tout est lié à l'argent. C'est-à-dire que ça va être des budgets qui vont être débloqués plus ou moins. Donc, des fois, par exemple, au niveau des collectivités, des circonscriptions, dès qu'il y a un changement politique, c'est-à-dire que, par exemple, si la commune, elle était de gauche, elle passe à droite, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Donc, par exemple, les budgets qu'il y avait pour les maisons de quartier ou pour les personnes en situation de handicap, ils vont baisser, etc. Donc, en fait, tout est politique. Et à côté de ça, il y a aussi cette notion de, s'il n'y a pas de budget, même avec toute la volonté du monde, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. C'est ça, même, par exemple, les personnes qui disent « Ah, moi, je vais faire de l'humanitaire, je vais aider les gens, etc. » À un moment donné, la question de l'argent, elle vient. Si tu n'apportes pas, entre guillemets, de plus-value aux personnes, tu ne les aides pas plus que ça. Donc, effectivement, le système, je le trouve de plus en plus maltraitant parce qu'il y a de moins en moins de budget. Donc, qui dit moins de budget, dit moins de moyens. Et d'ailleurs, ma dernière expérience professionnelle, c'était à l'hôpital. Et ce qui était fou, c'est qu'en fait, on parlait même plus de patients, c'était limite des clients, quoi. Alors que j'étais dans un hôpital public et d'ailleurs, il y avait un de mes responsables. Donc lui, son métier, il était chargé de la performance. Ouais. Donc on parle de performance dans un hôpital public. Ouais. Voilà, franchement, c'était trop, quoi. Ouais, je peux comprendre. Et je pense que, moi en tout cas, ça me choque. Alors que pourtant, j'ai quand même une vision très business des choses, tu vois. Donc j'imagine effectivement que ça pouvait être quelque chose d'un petit peu... ou de complètement perturbant dans ton cas, qui a créé le déclic. Et un autre point que tu évoquais, c'est cette réflexion, cette recherche de qu'est-ce que je vais faire concrètement, quel type de projet j'ai envie de lancer. C'est d'ailleurs souvent la question que les gens se posent lorsqu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ma question, c'est comment est-ce que tu as découvert du coup la Cup et pourquoi et comment ou quel a été le déclic pour créer SoCup? Alors du coup, la Cup, moi, c'est vrai que je l'avais découvert plusieurs années avant de me lancer. Et c'était un produit que je trouvais extraordinaire. Vraiment, moi, en fait, ça a changé mes règles parce que, pour entrer dans le détail, de toute façon, il n'y a plus de tabou maintenant. Sachant que même moi, tu vois, j'ai dû me renseigner justement sur le sujet en détail pour préparer cet épisode, tu vois. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, sachant qu'on a majoritairement des auditeurs hommes. On a aussi beaucoup d'auditrices qui peut-être ne savent pas du tout ce qu'est la Cup et vont découvrir plein de choses liées à ton industrie. Voilà. Et du coup, moi, j'avais des règles très abondantes et c'était vraiment horrible. Je devais me changer tout le temps, etc. Et un jour, une de mes collègues m'a parlé de la cup menstruelle. Et elle, c'était la nana très écolo, qui fait attention un peu à tout. Et au début, quand elle me présente le produit, je regarde sur Internet et je vois un espèce d'entonnoir. Pour moi, ça faisait genre 20 cm, quoi. J'ai dit, mais comment on peut mettre ça à l'intérieur? C'est pas possible. Non, ça, c'est pas pour moi, etc. Et une fois, je crois qu'elle avait une commande, ou je sais plus, mais en tout cas, je l'ai vue en vrai. J'ai dit, ah, mais c'est tout petit, etc. Et elle me dit, non, mais moi, ça a changé ma vie, etc. Et du coup, j'ai essayé. Et là, ça a été la révélation. Vraiment, j'ai vécu mes règles totalement différemment. J'en parlais tout le temps autour de moi, etc. Mais là, à ce moment-là, je m'étais à aucun moment dit « Ah, ça peut être ce produit que je peux lancer. » Et en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'étais partie en vacances avec ma sœur et ma belle-sœur. Et ma belle-sœur avait ses règles et du coup, elle était dégoûtée, elle supportait pas les tampons, etc. Et moi, j'avais apporté ma cup puisque, voilà, on sait jamais, quoi. Et du coup, je lui montre et je lui dis, mais en fait, la solution, c'est la cup, tu connais pas? Et là, je fais une présentation, mais vraiment de folie sur le produit. Et là, ma sœur et ma belle-sœur se regardent et elles se disent, franchement, Soko, arrête le social et va vendre des cups. Et elle dit ça, mais vraiment en rigolant. Et moi, je me dis, mais c'est ça? Oh, mais c'est bon! Et en fait, ça m'a fait une sensation de me dire, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Ça a complètement du sens pour moi. C'est un produit auquel je crois, qui a vraiment changé ma vie. Et je sais que ça peut changer la vie de nombreuses femmes. Ouais. Et du coup, tout de suite, au moment où elles m'ont dit ça, en fait, ça m'a fait... j'ai eu le déclic.
Voilà. Magnifique. Excellent. C'est magnifique comme tu le racontes, avec l'énergie justement où tu le revis limite ce moment. Et justement, c'est quoi les défis de la première année? Parce que moi, j'ai un truc que j'aime bien avec toi, c'est que sur ton compte Instagram, on mettra le lien de tes réseaux sous l'épisode justement pour qu'ils puissent aller voir, etc. Tu racontes un petit peu ton quotidien d'entrepreneuse, de plus en plus là récemment. Et je vois que tu as fait certains reels de justement les premières étapes, le démarrage, le début. Et on voit du coup, c'était assez artisanal, tu te lances, tu sais pas trop comment faire, etc. Raconte-nous cette première année, est-ce que directement... ça explose, ça se passe super bien. C'était en 2017, sauf erreur. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on est en 2023, donc ça fait 6 ans. Comment s'est passée cette première année? C'est quoi les étapes de débarrage? La première année, c'était Système D. Voilà. J'avais pas de gros budget. Je travaillais dans le social, donc je gagnais 1500, 1600 euros net par mois. Donc, j'avais limite même pas d'argent de côté lorsque j'ai voulu lancer ce projet. Wow, donc tu démarres vraiment de zéro. T'as pas d'économie, tu démarres de zéro. Voilà, financièrement, de zéro, j'avais peut-être 2-3 000 euros que j'ai pu investir dedans. Et du coup, j'ai mon mari qui m'a prêté une certaine somme et ma sœur. Voilà. Ma sœur qui était en vacances avec moi. En fait, on parle de quelle somme si c'est pas indiscret? Oui, plus ou moins 10 000 euros. En fait, j'ai vraiment besoin de 10 000 euros pour commencer. Donc, tu as lancé ton projet avec 10 000 euros. Ouais, globalement, qu'on m'a prêté pour la plupart, puisque je ne l'avais pas. Et du coup, c'était ma sœur avec qui j'étais en vacances. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai dit non, mais je vais vraiment faire ça, en fait. Vous avez raison, je vais lancer la cup. Et elle me disait, mais bref. Et au moment où je lui demande de l'argent parce que j'avais besoin pour le moule, en fait, parce que je voulais absolument une cup made in France. Voilà, moi aussi, quand j'ai un truc en tête, c'est comme ça. Et du coup, j'ai trouvé un fournisseur. Il me dit, oui, moi, je peux vous faire la cup, etc. Par contre, il va falloir faire le moule avant de faire la production en série. Et le moule, en fait, à chaque fois, j'oublie. Il faudrait que je revérifie dans la facture, tout simplement. Je ne sais plus si c'était 9 000 euros hors taxe ou TTC. Bref, en tout cas, il me fallait à peu près 8-7 000 euros au moins juste pour le moule, et après lancer la production en série. Donc, je dis à ma sœur, franchement, j'ai trop envie de me lancer, mais il me manque, je crois qu'il me manquait encore 3 000 euros. Et je lui dis, est-ce que tu peux me les prêter? Et elle me dit, mais en fait, tu es tellement enthousiaste et tellement folle et tu crois tellement en ce projet que oui, je te les prête et limite, même si tu me les rembourses pas, c'est pas grave, au moins, tu auras essayé et voilà. Et en fait, elle me disait que c'était cette folie que j'avais, comment j'étais animée, qu'elle me disait, je suis obligée de lui prêter, quoi. Donc, voilà, ma sœur m'a prêté, mon mari également. Et du coup, j'ai commencé. Donc, j'ai pu lancer le moule. Mais après, encore une fois, tu as les produits. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de packaging, tu n'as pas de site, tu n'as pas, etc. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment brouillon. Système D, je me rappelle que quand j'ai lancé officiellement, donc en avril 2017, en fait, je n'avais pas encore de site Internet. Au final, le site était en cours, mais comme j'avais pas pris un super prestataire, à chaque fois quand on cherche le moins cher, ça donne des résultats chaotiques. Et du coup, ça n'arrêtait pas de changer, etc. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, en fait, si j'attends le site, je vais jamais me lancer. Parce qu'au final, à un moment, j'ai eu des produits entre les mains. Ils sont là, je dois les vendre, mais qu'est-ce que je fais? Je commence par quoi, etc. Et du coup, je me disais, mais il faut que j'attende les packaging. Et après, il faut que j'attende les réseaux sociaux. Il faut que j'attende ci, il faut que j'attende ça. Et après, là, j'attendais le site 1 mois, 2 mois. Et à un moment donné, je me suis dit, mais merde, quoi. En fait, tu vas jamais le faire si tu te lances pas. Tant pis, on verra comment les gens passent commande. Et du coup, j'ai lancé comme ça. Et là, j'ai ma première cliente, en fait, qui est pas de mon entourage. Parce que, au départ aussi, je faisais des réunions à domicile, donc auprès de mes proches. Un peu en mode MLM, finalement. Ouais, voilà, ça revient. Toujours là, près de moi. C'est une bonne école. Moi, j'ai démarré par cette école aussi, franchement, tu vois. Vraiment aucun regret. Et du coup, en fait, ce que je faisais au début, en attendant mon fameux site, mes fameux packaging, etc., je me suis dit, les produits sont quand même là. Ce que je vais faire, c'est que je demandais à mes proches, faites des réunions chez vous, entre femmes. Moi, je ramène le coca, les chips, etc. Et je présente mes produits. Et du coup, j'ai vendu comme ça, en fait, en réunion Tupperware, tout simplement. Voilà, donc je venais, je présentais la cup, j'avais fait un PowerPoint. Mais la dernière fois, je suis retombée dessus, je me suis dit, j'ai réussi à vendre avec ça, comme quoi, tout est possible. Et du coup, je vendais un petit peu comme ça. Et après, du coup, quand j'ai lancé sur les réseaux, toujours pas de site. Et là, j'ai la première cliente vraiment inconnue du bataillon, que je sais même pas où elle habite, d'où elle sort, etc. Et elle envoie un message privé, elle dit, bonjour, je suis très intéressée par le produit, j'ai vu votre vidéo, etc. Et je lui dis, OK, pour passer commande, il faut passer en MP. Mais en fait, elle était déjà en MP, mais tellement que je sais même pas, en fait, comment on gère un client, quoi. Et elle me dit, oui, OK. Et après, je suis là, j'entends des trucs, je lui explique le produit, etc. J'avais même pas compris qu'elle voulait l'acheter. Et elle me dit, OK, comment on fait pour l'acheter? Et là, je fais,
mais j'ai ma première cliente. Et du coup, je lui dis, voilà, je vous envoie un lien PayPal et puis vous... Et en fait, la nana, donc, elle paye le truc. Pas de site, pas de CGV, vraiment le truc, mais catastrophique. Et après, je lui envoie le produit. Et du coup, je me suis dit, voilà, les commandes, en fait, ça se passe en MP au départ. Okay. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut encore faire ça en 2023. Mais du coup, pendant un mois, en attendant le fameux site, les gens passaient commande en MP. Donc, une commande par-ci, par-là, etc. Donc, dès le premier mois, tu as eu finalement cette première cliente. Ouais. Ok, voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu as mis en place à l'époque? Parce qu'en 2017, tu vois, il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui, les Reels, TikTok, les influenceurs, Facebook Ads, on ne le maîtrisait pas forcément de la même manière. C'était quoi ta stratégie d'acquisition au départ? Alors déjà, je n'avais pas de budget. Donc tout ce qui était Facebook Ads, influenceurs, etc., c'était mort, quoi. Et du coup, ça a été moi-même. Je me suis dit, de toute façon, moi, j'avais réussi à les vendre en réunion à domicile, je vais faire pareil sur Internet, quoi. Et du coup, à l'époque, c'était Facebook. Et on n'était même pas encore sur Instagram, etc. Et voilà, je présentais le produit, j'expliquais. Et en fait, je pense que c'est ça qui a plu. C'est finalement le personal branding. Donc, on me voyait, moi, la fondatrice qui préparait les colis. Je filmais tout. Et je partageais tout, en fait. Là, j'ai eu cette galère, j'ai eu ça, etc. Et je pense que c'est ça qui a fait que les gens, ils se sont dit, enfin, un peu de fraîcheur, quelqu'un qui est transparente, etc. Et du coup, les gens en parlaient un petit peu autour d'eux, etc. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, la marque s'est développée. Ok. Voilà. Cette proximité, finalement, que tu as créée avec ton audience, avec ta clientèle, avec les gens qui regardaient, qui disaient... Oh, mais en fait, c'est dingue ce qu'elle est en train de faire. Et ils voyaient justement la chose. Donc, tu as fait une sorte de reportage finalement de l'évolution. C'est génial, les coulisses. Et donc, 2017, tu lances. Comment ça se passe 2017, 2018, 2019 Je sais que 2020, avec la crise sanitaire notamment, il y a une énorme explosion. Ça se passe super bien. Mais les 3 premières années, parce que les 3 premières années d'un projet, on le sait, c'est quand même 3 années qui sont parfois difficiles, mais qui sont capitales. Et quand tu passes justement le cap de ces 3 années, en général, tu es plutôt bien parti pour au moins les 5 premières années. Exactement. Et je me rappelle qu'il y avait un de mes mentors qui me disait le plus dur, c'est de passer de 0 à 10 000. C'est plus compliqué que de passer de 10 000 à 1 million. Voilà, etc. Exactement. Et c'est exactement ça. Du coup, moi, surtout dans l'e-commerce. Oui, dans le e-commerce, tout à fait. Parce que dans le service, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite. Je l'ai appris là. Et du coup, c'est vrai que la première année, moi, surtout, mon premier objectif, c'était déjà de rembourser l'argent qu'on m'avait prêté. Donc, je faisais tout mon possible pour essayer de vendre et j'avais un petit peu calculé, en fait, grosso modo, il fallait que je vende combien de cups pour pouvoir rembourser mon mari et ma sœur. Et voilà. Et du coup, la première année... je crois que j'étais déjà entre guillemets rentable puisque j'ai pu arrêter mon boulot. En fait, à partir du moment où j'ai gagné, qu'est-ce qui s'était passé? Je sais plus si c'était une influenceuse ou je sais plus quoi, quelqu'un qui nous avait tagué ou je sais plus quoi. Et du coup, qui a fait qu'en fait, en un week-end, j'ai gagné mon salaire. En fait. Et au départ, moi, je bossais à côté. Je pouvais pas lâcher mon boulot comme ça, en mode sac à dos, je me lance. C'était pas pour moi, ça. Et du coup, j'étais en micro-entreprise. Et après, en fait, au final, je me suis dit, mais attends, là, en un week-end, tu as ton salaire qui a été versé, donc en chiffre d'affaires, pas en bénéfice. Mais ça me paraissait tellement fou. Tellement énorme, Et du coup, je me suis dit, là, je suis même pas en fait à 100%. Je dois être à peut-être 20% puisque je bossais à temps plein. Voilà, j'avais ma fille, etc. Et j'essayais un petit peu, 1 heure par-ci, 2 heures par-là, etc. Et là, je me suis dit, en fait, autant que je me mette vraiment à 100% dedans. Et voilà. Et du coup, j'ai démissionné. Et je me suis mis à 100%, dans l'activité. Intéressant. Ton mari, si c'est pas indiscret, est aussi entrepreneur ou comment ça se passait? Du coup, je l'ai rencontré dans le MLM d'ailleurs. Voilà. Et du coup, lui, il bossait pour un infopreneur. En fait, il était closer. Voilà. D'accord. Donc prestataire de service, libre de son temps, exactement. Plus de liberté, etc. Voilà. Donc finalement, il te soutenait aussi dans cette expérience et il comprenait complètement. Ouais, c'est ça. Et heureusement, parce que des fois, je vois des personnes... entre le salariat et l'entrepreneuriat, il y a un fossé. Et du coup, les gens ne comprennent pas forcément. Et les 2 personnes peuvent ne pas du tout se comprendre, quoi. Complètement. Complètement d'accord. À la suite de quoi, donc, on en parlait tout à l'heure, il y a une explosion
complètement pendant la crise du Covid, notamment en 2020. Ouais, c'est ça. Tu t'attendais à cette explosion? Pas du tout. Au départ, on a flippé déjà avec le Covid. Personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer entre le logicien qui allait peut-être aussi, avec l'histoire de quarantaine, etc., peut-être fermé. Donc, si on n'a plus de logicien, en fait, on ne peut plus livrer les produits. Donc là, c'est mort. Hein. Je ne vais pas quitter Dubaï pour aller, avec ma petite voiture, aller livrer les gens, quoi. Donc, on a vraiment flippé par rapport à ça. Ensuite, on a contacté le logicien. Quelles sont vos projections? Donc, ils devaient réduire les équipes, réaménager tout, etc. Mais ils pouvaient continuer les livraisons. Donc, nous, on a dit, SoCup continue les livraisons, etc. Peut-être qu'elles seront un peu plus longues, puisque le logicien a dû s'organiser en conséquence. Et voilà. Et du coup, là, je pense que ça a été un bel avantage pour nous, parce qu'on a beaucoup de nos concurrents qui, par exemple, il y avait aussi toute cette communication. Au début, les gens avaient peur avec le Covid, on ne sait pas trop ce qui se passait, etc. Et tu as même certains qui avaient des discours genre, les boîtes qui continuent à livrer, qui continuent à faire travailler les gens, en fait, ils vont les tuer. Parce que, au secours, le Covid, on peut, les distanciations, etc. Phrase, voilà. Et nous, on avait beaucoup de marques, en fait, de concurrents qui ont complètement arrêté les livraisons. Donc, ce qui fait qu'en fait, on était peut-être 2 ou 3 à continuer pendant vraiment le premier mois où personne ne savait un peu à quelle sauce on allait manger avec le Covid. Et du coup, je pense que ça a été une opportunité finalement que nous, on ait poursuivi les livraisons. Ouais, voilà. Et du coup, le gros boom que j'ai eu par rapport à la marque, c'est surtout quand il y a eu la culotte menstruelle. Parce qu'au départ, j'étais en monoproduit, donc j'avais que la cup menstruelle. Et la cup menstruelle ne correspond pas à toutes les femmes. Et du coup, moi, je regarde souvent ce qui se passe aux États-Unis, parce que généralement, ils ont une longueur d'avance sur nous. Et là-bas, en fait, la culotte menstruelle cartonnait. Donc, il y a la marque Things, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est super. Et je me rappelle même que j'avais fait un post en 2017 sur la culotte menstruelle. C'était vraiment en France, on n'en entendait pas du tout parler. Et je voulais un peu avoir les avis des abonnés. Et la plupart, c'est dégoûtant, etc. Bref, comme la cup, de toute façon. Et là-bas, ça cartonnait. Je me suis dit, non, il faut que je garde ça en tête. Et après... pour moi, ça me paraissait trop compliqué de lancer ma culotte menstruelle au départ. Et du coup, je m'étais associée avec une marque canadienne qui en proposait et qui avait eu beaucoup de propositions en plus en France, etc. Et du coup, ils ont décidé de s'associer avec moi. Donc, je distribuais leurs produits au final. Et ça a cartonné. En fait, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment le produit qu'il nous fallait. Okay. Et ce qui s'est passé en plus avec elle, du coup, le partenariat, entre guillemets, s'est arrêté naturellement. C'est que c'était hyper compliqué. Elle aussi, c'était 2 entrepreneuses qui se lançaient. Elles avaient fait une espèce de campagne Ulule, etc. Et du coup, il y a plein de coûts qu'on n'avait pas évalués, comme la douane, etc. Et du coup, le prix, en fait, qu'ils me proposaient après pour le produit, autant que je lance le mien, quoi. Ça m'aurait coûté même moins cher. Donc, ça s'est arrêté vraiment de manière très propre, etc. J'ai été transparente avec elle, etc. Mon succès a été un bon succès et moi également. Et puis, voilà. Et du coup, on a lancé la culotte menstruelle Made in France. Et là, ça a cartonné. Et en fait, j'ai fait des précommandes parce que pareil, j'ai toujours un problème de trésorerie, moi. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, c'est une volonté que j'ai je sais pas pourquoi, mais j'avais pas envie de faire appel à des investisseurs ou des banques, etc. Je préférais être en autofinancement. Donc c'est important ça de le spécifier, c'est-à-dire que 100% de toute la croissance de SoCup aujourd'hui, c'est du bootstrap, c'est autofinancement à 100%, que de fonds propres, pas d'investissement, pas d'investisseurs plutôt, pas de levée etc. de fonds. Non. Ok. Pas de dette. Non. Okay. À part les dettes que j'avais prises chez mon mari et ma sœur, mais voilà, et c'est minime. La somme. Les dettes bancaires où tu utilises les effets de levier. Non, on est en financement propre. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est très intéressant. Et du coup, tu gères ta boîte différemment quand tu es en financement propre, notamment par rapport à ton besoin en fonds de roulement, ton acquisition, tes produits, parce qu'on est sur du produit physique, donc il faut anticiper. Mais le mois prochain, combien est-ce qu'on va envoyer potentiellement de produits? Et on a toujours des surprises. Les stocks, en fait, nous, on estime et les gens nous surprennent tout le temps, quoi. On se dit, ce produit va cartonner, on en commande beaucoup. Finalement, catastrophe, ils ne vendent pas plus que ça. Et on lance un autre truc sans beaucoup d'ambition. Et en 3 jours, il est sold out. Et après, quand est-ce que vous avez du stock? Quand est-ce que vous avez du stock, etc. Et c'est le jeu. Et c'est ça que moi, je kiffe, en fait. Dans le e-commerce, c'est qu'on a beau essayer de deviner, regarder les KPI, etc. Et en fait, les gens, c'est eux qui décident. Non, c'est super intéressant. Et justement, aujourd'hui, vous avez combien de produits au total? On va dire par gamme de produits, on a la cup menstruelle et les accessoires liés, le stérilisateur, etc. On a la culotte menstruelle, le maillot menstruel. Là, on a fait aussi les compléments alimentaires. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ils vont me tuer, mon équipe, là. Mais globalement, voilà, c'est les produits phares qu'on a. Et l'objectif, justement, c'est de créer tout un écosystème autour
des menstruations de façon à pouvoir permettre à la femme de améliorer son quotidien lors de cette période ou diminuer, par exemple, typiquement, j'imagine, pour les compléments alimentaires, les douleurs, etc. Ouais, c'est vraiment accompagner la femme dans son intimité et de manière très globale. Et on a aussi un produit pour l'allaitement. Donc, en fait, c'est le même principe que les culottes menstruelles, mais pour éviter les fuites de lait. Donc, il y a des brassières d'allaitement absorbantes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment accompagner la femme dans tout ce qui concerne son intimité pour qu'elle vive mieux et surtout lui proposer du choix. C'est-à-dire que on a la cup menstruelle, la culotte, etc. Et qu'au moins chez SoCup, elle a le choix de choisir ce qu'elle veut et ce qui lui semble le mieux pour elle. Si une des solutions ne convient pas, l'autre convient. Voilà, c'est ça. Intéressant. Et justement, tu vois, c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément souvent. Pourtant, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui fait partie du quotidien de la femme depuis la nuit des temps. Et puis, même nous, en tant qu'hommes, finalement, on est aussi concernés parce qu'on se doit de faire preuve de compréhension, de soutenir, etc. Exactement. Du coup... qu'est-ce qui fait, selon toi, pour toi, que justement c'est un sujet qui est parfois tabou et qui t'a poussé même carrément à le rendre glamour, entre guillemets, parce que un de vos points forts aussi, c'est votre marketing. Je trouve que le branding, il est léché, il est justement bien réfléchi, les détails sont tous présents les uns à côté des autres. Il y a tout un écosystème qui a été créé. Ça peut être intéressant justement d'appuyer là-dessus. Ouais, c'est clair, c'est qu'en fait, quand j'ai décidé de proposer la cup menstruelle, quand je regardais en fait ce qui se faisait sur le marché, c'est vrai qu'on était limite sur un dispositif médical, quoi. Le truc, il était surtout en pharmacie, le packaging blanc, vraiment la notice comme un médicament, quoi. En fait, ça faisait vraiment la notice médicament. Et du coup, moi, je voulais rapporter ce côté beaucoup plus chic. Donc, on est parti sur des boîtes, des packaging noirs avec un marquage à chaud, rose gold, etc., un petit livret d'utilisation pour vraiment déjà se différencier de ce qui existait et ramener ce produit comme un produit du quotidien, comme finalement une poudre maquillage de L'Oréal, etc. Et je parle de L'Oréal, et d'ailleurs L'Oréal, c'est un bel objectif pour moi parce que je trouvais qu'en termes de marque, c'est un petit peu le target, ce que j'aimais bien, parce que je trouvais qu'ils étaient très accessibles, c'est-à-dire que L'Oréal, un mascara, ça coûte 10 €, etc. Donc c'est très accessible. Ils sont en grande surface, chez Sephora, etc. Et en parallèle, ils ont tout un bel univers où la femme se sent puissante, rien que le slogan, parce que je le vaux bien. Et ils ont des égéries magnifiques, quoi, Eva Longoria, etc. Mais malgré ça, ils ont des produits à 5-10 €, quoi. Et du coup, j'aimais bien, en fait, la vibes de L'Oréal et j'essayais de faire un peu la même chose au niveau des menstruations. D'accord. Voilà. C'est super intéressant et c'est vrai que je trouve que L'Oréal est un bon parallèle où justement on a cette notion de mass market, on peut s'adresser à tout le monde et c'est accessible à tous, mais c'est vrai que ça donne cette notion au niveau de la marque, du branding, du positionnement, je dirais haut de gamme ou en tout cas travaillé et ça te donne ce sentiment justement que tu as évoqué. Un autre point pour en revenir justement à cette phase d'explosion au Covid. Donc ça se passe super bien, vous n'êtes pas prêt du tout au succès qui est en train de se produire, c'est énorme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après le Covid? Est-ce que on reste sur une croissance et c'est en train c'était la rampe de lancement et puis la fusée d'école, ou justement il y a une sorte de stagnation, régression avant de partir sur un autre cap de croissance derrière? Non, finalement, là aussi, on a... C'est pas de la chance, puisque c'est du travail, mais ça s'est bien passé au final. Et c'est vrai qu'on a vu aussi que certaines marques qui avaient cartonné en même temps que nous pendant le Covid, aujourd'hui n'existent plus. Donc c'est vrai qu'après la remontée après Covid, il fallait préparer les choses. Et c'est vrai que nous, comme on était toujours dans cette dynamique de... quelles sont les demandes des clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc. À chaque fois, en fait, il y avait le nouveau produit qui arrivait pile au bon moment, qui faisait que tout de suite, on avait une nouvelle clientèle et des anciens clients qui rachètent, etc. parce qu'ils apprécient la marque. Et du coup, ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'après les culottes, il y en a beaucoup qui sont arrêtés en fait à la culotte. Ça marche trop bien. C'était l'Eldorado au départ. En 2018, franchement, il y avait en fait un marché qui était énorme et on était peut-être 4-5 acteurs. On s'est gavé, on s'est vraiment régalé. Et là, aujourd'hui, les culottes menstruelles, ça pousse comme des champignons. Il y a beaucoup de marques. C'est vrai que même sur LinkedIn, je vois plein de marques qui se lancent tout le temps. Voilà, c'est ça. Et du coup, nous, on a eu, franchement, en termes de timing,
on était vraiment au bon moment. 2018, 2019 et après, après le Covid, c'était un peu plus complexe. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que justement, on s'est pas arrêté à la culotte menstruelle. On a commencé à réfléchir à tout ce qui est les parties brassières absorbantes, etc. pour l'allaitement. Les maillots menstruels aussi, parce qu'encore une fois, je regardais ce qui se passait outre-Atlantique. Et là-bas, c'était le maillot menstruel qui cartonnait. Et du coup, on a commencé à réfléchir, à le designer, etc. Et puis, il est sorti et ça a encore explosé. Donc, voilà, en fait, c'est finalement sentir un petit peu quels sont les besoins et y répondre tout simplement et ne jamais se reposer sur ses acquis. Et l'exemple parfait, c'est la cup menstruelle. Au final, si moi j'étais restée sur non, la cup, ça aurait été chaud là. Parce qu'aujourd'hui, les cups, c'est peut-être 10% de notre CA, contrairement à la culotte ou au maillot, etc. quoi. Donc voilà. C'est très intéressant ce que tu évoques ici et justement, tu évoques beaucoup le timing comme étant l'un des éléments de votre succès. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que le timing qui, pour toi, font partie des choses qui vraiment ont permis le succès SoCup ? Ouais, je pense en toute modestie, moi. Mais c'est vrai, en fait, ça nous différencie déjà de beaucoup de marques où on voit même pas qui il y a derrière, quelles sont les équipes, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai une personnalité aussi qui est très cool, je me prends pas trop au sérieux, je parle de sujets sans tabou, je me moque de moi-même, etc. Et je pense que les gens, ils ont beaucoup accroché aussi à la personnalité. SoCup, c'est Socona, etc. au départ. Ouais. Et du coup, je pense que ça a fait énormément de différence. Et également, le fait qu'on voyait vraiment des visages, en fait, au final. Ensuite, il y a aussi le fait de toujours écouter les besoins. C'est-à-dire que, par exemple, on me disait, c'est bien, mais ce qui est dommage, c'est que les culottes menstruelles, la plupart, elles sont noires. C'est toujours du noir. On aimerait bien de la couleur. Du coup, on a sorti les modèles colorés. Ensuite, au départ, on n'était que sur des produits made in France. Et au final, qu'on le veuille ou non, le made in France coûte plus cher que si on va faire ailleurs. Et du coup, ça revenait tout le temps. Ouais, mais c'est cher, les culottes menstruelles. Moi, j'ai envie d'y passer, mais c'est cher. Donc, du coup, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire une production plus accessible. Donc, on est parti, on a trouvé un atelier en Turquie et en Tunisie, etc. Et du coup, c'est toujours être vraiment à l'écoute des besoins, sentir aussi et tester, essayer, etc. Et voilà, et je pense que ça a fait la différence aussi. Super intéressant justement et je pense que c'est un des sujets que la plupart des gens oublient, c'est l'écoute du client, l'écoute active du client, l'écoute active de son marché et veulent s'obstiner dans le fait de lancer un projet ou quelque chose mais pourtant il n'y a pas de signal quoi, il n'y a pas de signal et ça fonctionne pas. Je reviens sur un point intéressant, c'est au niveau du fait de ne pas avoir fait recours à la levée de fonds ou au prêt bancaire pour du coup croître. Ça implique du coup d'utiliser uniquement sa trésorerie disponible. Ça implique d'avoir une maîtrise parfaite de ses chiffres. Ça implique du coup d'être en connaissance et en maîtrise de son fonds de roulement et de ses besoins futurs en fonds de roulement, parce qu'il y a des périodes typiquement plus creuses que d'autres ou plus dynamiques que d'autres. Je pense par exemple notamment à la période du Black Friday, le Q4. On le sait, dans le e-commerce, c'est vraiment le moment où il faut être prêt ou prête à appuyer sur le champignon. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir fait recours à ces outils, à ces leviers de financement, ont été un frein à la croissance pour SoCup, ou au contraire, t'ont poussé à maîtriser tes chiffres au point que peut-être le succès de SoCup n'aurait pas été celui que tu as aujourd'hui sans cette configuration-là? Je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, puisqu'on ne l'a pas vécu, donc on ne sait pas, en fait. On ne saura jamais. Voilà, c'est ça. Mais ça aurait pu être effectivement les deux options que tu as citées. Effectivement, la levée de fonds ou autre, peut-être que ça nous aurait permis de croître plus facilement. Mais à contrario aussi, c'est que quand il y a beaucoup d'argent, on maîtrise moins bien les choses, on fait moins attention, parce que de toute façon, l'argent, c'est là. Et après, au bout d'un moment, on se rend compte, non, il n'y a plus rien. Et moi, ce qui me faisait peur aussi avec les investisseurs, etc., c'est le fait de rendre des comptes. Alors que moi, je démarrais aussi dans l'entrepreneuriat, j'étais d'une carrière sociale, donc tout ce qui est marketing, compta, c'est des choses qui ne me parlaient pas du tout. Tu avais peur de perdre le contrôle. Voilà, et que en fait, finalement, la boîte appartient aux investisseurs et plus à moi, quoi. Je comprends. Et c'est quand même dingue, on peut le souligner, c'est ta première expérience entrepreneuriale. Oui, si on ne compte pas le MLM, parce que finalement, le MLM aussi, c'est ça qui est un peu vicieux, c'est que tu as l'impression que tu es indépendant, que tu es entrepreneur, que c'est cool, etc. Mais finalement, on va pas quand même dire du salariat déguisé, mais finalement, tu es aussi à la merci de la boîte que tu as choisie. Complètement. Parce que si eux décident d'arrêter un produit et toi, c'est celui que tu vendais le mieux,
voilà, tu fais avec. Et du coup, c'est quand même les fondateurs et les grosses équipes qui vont driver la marque. Et finalement, c'est pas toi. Toi, tu es juste un distributeur indépendant, mais pas trop. Et du coup, voilà. Bref. Donc, ça, moi, je considère quand même comme une expérience semi-entrepreneuriale. Voilà. Et justement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui racontent leur histoire et qui souvent, avant le succès, parce qu'on peut parler d'un succès ici, on parle d'une marque qui cartonne, qui n'a pas fini de cartonner, qui est aujourd'hui, vu les chiffres, je ne connais pas tous les chiffres, mais vu les chiffres, c'est une marque qui est valorisée quand même à plusieurs millions d'euros, clairement. Beau potentiel et bravo pour ça. Mais la plupart des gens, tu vois, dans leur histoire, racontent que j'ai testé ça. Puis d'un coup, j'ai eu la bonne idée. Puis maintenant, ça a cartonné, etc. Alors que toi, directement, dès le premier projet, boum, tu cartonnes. C'est quoi le secret de la sauce Socona, tu vois, qui fait que... C'est quoi? C'est cette énergie, ce dynamisme, ce truc qui fait que tu as tout de suite... tu t'es dit, vas-y, let's go, c'est mon moment, c'est mon opportunité, je vais tout donner. Tu travaillais comme une dingue ou comment tu voyais la chose? Alors du coup, d'ailleurs, pour l'expérience, j'ai eu aussi une micro-expérience, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Okay. En fait, avant de démarrer SoCup, je m'étais dit que j'avais un besoin, c'est que moi, en tant que femme noire, j'ai les cheveux crépus. Et du coup, à chaque fois que je vais dans des salons, par exemple Franck Provost, etc., en fait, ils disent « Ah non, on sait pas faire, hein, on connaît pas vos cheveux, non, on sait pas faire ». Et c'est quand même une dingue, hein, avec la France qui est quand même très multiculturelle, où le CAP coiffure, par exemple, on t'apprend à couper et à coiffer que les cheveux caucasiens. Alors qu'il y a beaucoup de métissage en France, quoi. Complètement. Et ça n'a pas du tout évolué. On est en 2023, ça n'a toujours pas évolué. Donc, du coup, j'avais senti ce besoin-là où je me suis dit, de toute façon, je ne suis pas la seule femme noire en France. Et beaucoup galèrent comme moi, hein, quand j'entends mes cousines, mes sœurs, etc. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire mon CAP coiffure en parallèle de mon boulot d'assistante sociale, de travailleur social. Et j'avais demandé un CIF, congé de formation, machin, pour faire le CAP. Donc, j'avais commencé. Et ensuite, j'ai eu le stage, en fait, en salon. Donc, c'était à peine 1-2 semaines parce qu'en fait, je le faisais comment ça s'appelle, à distance, c'est ça? En alternance? Non, c'est pas en alternance. C'était vraiment, je bossais encore à temps plein. Okay. Et à côté, je le faisais en un peu e-learning. Okay. Je crois que c'est correspondance. Voilà, par correspondance. Et du coup, j'avais un stage à faire. Donc, pendant mes congés de boulot, j'ai fait mon stage. Et en fait, au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Je me suis dit, mais en fait, là, je vais changer du temps contre de l'argent et je peux pas rester debout toute la journée. Je n'en pouvais plus. Mes jambes, mes pieds. Je me disais, mais franchement, les coiffeurs, ils ont tout mon respect. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pas pour moi. J'ai arrêté comme ça. J'ai dit non, c'est pas ça. Et voilà, donc j'ai eu quand même cette petite expérience, mais du coup, j'ai rien fait. Hein. J'ai pas lancé, j'ai pas eu des clients ou autres. Mais voilà. Et du coup, après, il y a eu SoCup. Et là, oui, là, j'y croyais vraiment à 100%. Et je pense que c'est ça. J'avais vraiment ce désir ardent de partager ce produit. Parce que c'est un produit auquel je croyais totalement. Vraiment, moi, ça avait tellement changé mon quotidien au niveau des règles que je disais, mais de toute façon, si moi j'ai kiffé, j'en parle aux gens, ils kiffent aussi, ils achètent aussi. En fait, je ne dois pas m'arrêter à mon entourage. Et là, en plus, ça va être ma cup, donc j'arriverai encore mieux à la vendre. Parce que si j'avais eu un problème, et c'est pour ça aussi que j'ai lancé ma cup, c'est qu'avant d'avoir une cup qui me correspondait à peu près, j'ai dû en acheter 5 ou 6. Parce qu'au final... ce qui est fou, hein, je lâchais pas l'affaire parce que je trouvais que le concept, il était dingue. D'avoir juste la cup, en fait, plus de serviettes hygiéniques, plus de tampons, etc. Et du coup, j'ai insisté. Et par exemple, la première cup que j'avais prise, elle était trop souple. Donc, du coup, j'avais des fuites. L'autre était trop rigide. Donc, quand je la mettais, je sentais que c'était pas agréable. L'autre, voilà, il y avait toujours des petits trucs. Et du coup, c'est là que je me suis dit, moi, je vais faire la cup idéale qui fait que la personne, quand elle va la prendre, elle n'aura pas besoin d'en acheter une autre. Parce que celle-là, elle aura été pensée et réfléchie pour qu'elle soit exactement ce qu'il faut, quoi. Ok. On va rebondir là-dessus justement, le produit, la recherche de l'excellence au niveau de ton produit, la satisfaction client. Mais avant ça, je rebondis sur un sujet qui est intéressant, c'est que la plupart des gens prendraient ça comme une histoire anodine, le fait que tu te dises « Ok, cheveux crépus, pas de solution en France, etc. » Mais moi, ce que je vois, c'est que tout de suite, tu avais cette notion d'analyser un marché, d'identifier le fait qu'un besoin n'est pas comblé, un besoin que tu maîtrises, un besoin finalement que tu avais aussi, chose qui s'est passée aussi avec la cup par exemple derrière, et tu as essayé de chercher la solution. Donc c'est super intéressant parce que c'est vraiment un état d'esprit qui est spécifique que justement de vouloir trouver des solutions à des besoins qu'on identifie sur le marché. Déjà, il faut savoir les voir, puis ensuite
identifier comment on peut les résoudre, puis ensuite vouloir les résoudre et créer les solutions adaptées. Donc, je trouve ça super pertinent. Et d'ailleurs, je rebondis, il y a une série vidéo sur Netflix, justement sur la première milliardaire femme noire américaine, qui s'appelle Madame... Walker, exactement. Incroyable cette émission, incroyable cette série. J'avais regardé cette série, j'invite toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast. Franchement, c'est rare que j'invite les gens à regarder Netflix, tu vois. mais là, en l'occurrence, il vaut le détour. En l'occurrence, il vaut le détour. Ça m'a fait rappeler cette petite chose. Et justement, voilà, parlons de l'expérience produit. Dans ton cas, on parle d'un produit qui est quand même un produit qui rentre dans l'intimité des femmes, qui est un produit médical à la base. En plus, tu lances cette activité, tu n'as pas forcément de fonds. Non. Donc, pour ton côté, on va dire R&D, ton laboratoire de recherche, etc., c'est pas forcément des plus simples de justement peut-être de dire « Ok, c'est possible, je vais rentrer en contact avec des fournisseurs, on va essayer de designer un produit parfait, on va identifier, je sais pas moi, la taille, la forme, la texture, la rigidité, la solidité, les petits détails propres au produit en lui-même, les détails techniques. » Comment justement tu te dis déjà, je vais devenir une sorte de chef de projet technique pour créer mon produit idéal, et puis ensuite comment tu l'exécutes, parce qu'aujourd'hui quand en rétrospective on raconte l'histoire, ça paraît anodin et on pourrait passer cette phase et cette phrase comme si de rien n'était, et là je te poserai des questions sur ton branding, ton marketing par exemple, qui est la suite. Mais quand même, tu vois, la plupart des gens, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ton histoire, ou en tout cas sur la phase de départ, et qui peut-être aujourd'hui sont porteuses de projets ou sont pleines d'ambition, sont entrepreneuses. Et moi, tu vois, je forme et je coach des entrepreneurs depuis maintenant des années et des années. Plus de 10 000 personnes se sont lancées au travers de nos programmes. J'ai aidé beaucoup de femmes, mais pas assez, justement, parce que souvent, elles n'osent pas, elles se posent plein de questions, plus que nous les hommes. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Tu vois, nous, on est à moitié fou, énergie de feu, on passe à l'action, etc. Des fois, à tort ou à raison. Mais je pense qu'encore plus dans cette situation où tu te dis, waouh, comment je vais faire pour produire un produit qui va rentrer dans l'intimité, qui est un produit médical, alors que j'ai pas de fonds, j'ai pas de réseau. Dit comme ça. Tu vois, c'est ça. Et peut-être que tu l'as même pas conscientisé à ce moment-là, et aujourd'hui peut-être que tu le conscientises. Offre-nous cette opportunité et raconte-nous du coup, qu'est-ce qui fait que t'as osé, tu te dis vas-y, je me lance, je suis chef de projet, je crée mon produit, et maintenant aujourd'hui c'est devenu ton quotidien de créer des produits et autres et de les valider. Mais avant, au départ, j'imagine que c'était vraiment une inconnue. Je pense que je croyais tellement en ce produit que ça m'a animée. Et ça a fait que j'ai tout le temps en fait cherché des solutions et pas des excuses de voilà, par exemple, moi je connais rien du tout, comment je vais le dessiner, comment machin, etc. Et comme je disais, la première année c'était beaucoup de système D. Donc qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai acheté plein de cups de partout, même d'Alibaba, des cups chinoises, machin, etc. et tout. Je voulais avoir un éventail d'un peu qu'est-ce qui se fait. Et tu vois, sur le coup là, maintenant que tu le dis, c'est vrai, en fait au final j'étais en train d'analyser au final, mais quand je l'ai fait, non, je n'ai pas conscientisé ça en fait. Pour moi, j'ai essayé et j'ai essayé en fait dès que j'avais mes règles, et celle-ci elle est bien, celle-là il y a ça qui est bien, celle-là il y a ça qui est là, ça c'est nul, etc. Ça je mets de côté, etc. Et ça m'a pris même pas 2 cycles de règles pour déjà comprendre ce que je voulais. Et ensuite, il fallait trouver le fournisseur. En fait, j'ai été bête et méchante. Je ne sais même pas comment trouver un fournisseur. J'ai tapé sur Google, fournisseur silicone, fournisseur cup menstruel, etc. Et c'est vrai que ça a pris énormément de temps parce que je ne pense pas que c'était la meilleure méthode. Mais on est arrivé, en fait, c'est encore une fois mon mari qui est présent. Au final, il était... Et il m'a toujours soutenue. Donc lui aussi. Vous travaillez ensemble? Aujourd'hui, oui, maintenant. Il a rejoint l'aventure SoCup. C'est ça. C'est ça. Mais finalement, il était là depuis le début, donc ça avait beaucoup de sens. Et du coup, moi, il me dit, non, mais je crois que j'ai trouvé là un fournisseur. On clique dessus, etc. Et oui. Et après, même pas 2-3 heures après, on en trouve un deuxième. On se dit, en fait, il fallait taper le bon mot sur Google pour avoir des fournisseurs français qui proposent du silicone, des cups, etc. Et à côté de ça, moi, j'avais aussi il y avait un forum, en fait, à l'époque, je pense qu'il n'existe plus, c'était Easy Cup, et c'était les addicts de la cup, en fait, qui l'animaient, qui échangeaient dessus. Moi, j'ai essayé celle-ci, elle est bien, celle-ci, ça, regardez mon conseil pour pas avoir de fuite, etc. C'est vraiment des membres qui étaient à fond dans la cup et qui, il y avait ce truc-là. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la modératrice ou celle qui avait lancé le forum, en fait, et je lui ai dit, bonjour, je me présente, Sokona et tout, j'aimerais beaucoup lancer ma cup
menstruels made in France. Et voilà, je lui ai expliqué un petit peu parce que moi, j'ai dû en essayer plein avant. Voilà un peu tout ce que je t'ai raconté là. Et la nana, en fait, passionnée de la cup, elle m'a répondu directement. Ah, super, etc. Est-ce que je peux intervenir dedans? Est-ce que je peux te donner des conseils, etc. sur comment la cup idéale, comment elle peut être, etc. Et là, elle me sort plein de fournisseurs. Mais elle s'est même pas rendue compte. Elle m'a dit donc, il y a un tel qui fait là, un tel qui fait ci, tout ce qui est du Made in France, etc. Moi, j'aime bien lui, etc. En fait, Anna était à fond. Voilà, une mine d'infos. Elle s'appelait Laura, d'ailleurs, si elle nous écoute. Et du coup, là, j'avais des fournisseurs, plus ceux que j'avais trouvés sur Google, et ça coïncidait. Donc, on a échangé avec 2. Donc, il y en a un que j'avais eu en Zoom. Voilà, on avait échangé, etc. Je sais pas, j'ai pas eu le super feeling. Et le second, lui m'a dit, venez, en fait, dans notre entreprise, dans notre atelier, pour voir un petit peu comment on travaille, etc. Et eux, la cup menstruelle, c'est même pas 5% de leur activité. Hein. Ils sont surtout sur tout ce qui est silicone dans le milieu médical, etc., les prothèses, tout ça. Et du coup, il m'a dit, voilà, en fait, le boss de l'entreprise m'a dit de venir dans leurs locaux. Donc, moi, je suis venue, je connaissais rien du tout au business, etc. C'est vraiment mon premier rendez-vous business, au final. Et j'atterris là-bas, donc il me présente un petit peu l'entreprise, etc. Et franchement, il y avait une centaine de salariés qui travaillaient et tout. C'était une grosse boîte quand même. Ouais. Et le mec, hyper inspirant et cool, quoi. Super cool, etc. C'est dans le Vaucluse. Donc, il était venu me chercher avec sa belle voiture, tout. J'ai dit, oh là là, et tout. C'est ça, moi, c'est ça que je veux, etc. Et voilà, donc ensuite, j'arrive dans une salle. J'explique un petit peu la cup que je souhaiterais, comment je la voudrais, etc. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, dans la salle, il n'y avait que des mecs. Et du coup, à un moment, je dis, en fait, moi, je pense que le problème des cups actuels, c'est que les trous, ils sont trop petits. Du coup, ils se bouchent, en fait, le sang, il bouche les trous et du coup, il y a des fuites. Donc, du coup, je pense qu'il faut faire des trous un peu plus gros au final, juste rajouter quelques millimètres et ça sera parfait. Et donc, là, tu as un mec, il dit non, mais ça, c'est pas possible. Et là, il me cite 3-4 marques françaises. Ils ont tous fait les petits trous. C'est pas toi qui vas venir avec tes gros trous. Voilà. Pour lui, ça n'avait aucun sens. Et à un moment donné, je lui dis, mais en fait, dans cette salle, on est d'accord qu'il n'y a que moi qui ai mes règles, puisqu'il n'y avait que des hommes. Je leur dis, il n'y a que moi qui ai mes règles, donc je sais ce que c'est d'utiliser ce produit. Donc moi, je veux mes gros trous, tu vas me faire mes gros trous, quoi. Et du coup, ok, etc. Il était un peu sceptique, le mec. Et en fait, il y avait aussi un ingénieur qui me designait un petit peu le produit comme je le voulais. Et là, c'est cool, en fait, finalement, parce que j'ai même pas eu de budget. C'était inclus dans le truc. Et encore une fois, pour l'instant, j'avais rien signé avec eux. Ils savaient même pas je savais même pas combien ça allait me coûter, etc. Et c'est là que j'ai su, qui m'a donné le prix, etc. Et d'ailleurs, quand il m'a donné le prix, je sais plus, c'était 8 000 €, 9 000 € et tout. Et moi, j'étais choquée, en fait. Je me dis, mais je les ai pas, mais comment on va faire? Et j'ai dit, mais de toute façon, dans tous les cas, même si c'est dans 6 mois, même si c'est dans 1 an, je vais trouver l'argent et je vais revenir, etc. Parce que de toute façon, je l'avais pas. Et il fallait faire le moule avant de lancer la production en série. Ouais. Et du coup, quand il me redépose au TGV, là, pour que je rentre chez moi, tout simplement. Il me dit, en fait, c'était le boss, du coup, de cette entreprise. Donc, lui, il avait lancé ça, et c'est une entreprise familiale. Donc, il y avait ses enfants qui travaillaient maintenant, et tout, il était limite proche de la retraite. Et il me dit, en fait, vous me faites penser à moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai lancé mon entreprise. En fait, vous avez ce truc, ça se voit que vous croyez en ce que vous voulez, etc. et tout. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec des groupes pharmaceutiques, etc. Mais je sais pas, je sens quelque chose avec vous. Et il me dit, du coup, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir que vous payiez votre moule. Et ensuite, moi, je vais vous offrir vos premières cups. Donc, en fait, il m'a offert 600 cups menstruels. À partir du moment où j'ai payé le moule. Et c'était incroyable. Et du coup, je lui ai dit, merci, vous allez voir, je ne vais pas vous décevoir, etc. Et j'avais cette pression, alors que le mec, il n'a rien à cirer quand j'ai pris le moule, que je vende mes cups ou pas. Je pense qu'il n'est même pas allé vérifier après. Et surtout qu'après, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, je l'ai eu juste pour le premier jour quand je suis venue là-bas, etc. Et après, c'est des équipes qu'on gérait, quoi. Okay. Et du coup, je ne l'ai plus revu, je n'ai plus parlé avec lui, etc. Mais j'avais cette pression quand même de me dire, mais je ne peux pas le décevoir. Il faut que je vende ces 600 cups-là qu'il m'a offertes. Et voilà. C'est incroyable. Ouais. C'est encore votre fournisseur aujourd'hui ? Ouais. Incroyable, c'est génial, belle histoire. Et là, justement, il y a une grande conclusion à en tirer, c'est l'audace, finalement. Tu étais juste,
motivée, ambitieuse, l'envie, et tu oses, vous faites une requête avec ton mari sur Internet, tu trouves justement cette usine, tu vas à cette usine, seule ou accompagnée? Non, je suis partie toute seule. Ouais. Seule en plus. Donc tu vas seule à cette usine, tu es là au milieu d'hommes qui sont tous des ingénieurs, tu dis non, je veux ma cup comme ça, etc. C'est clair. Et tu te poses même pas de question de combien ça va coûter, etc. Tu es convaincu de ton truc. Et ça dénote justement à quel point, encore une fois, finalement, l'audace, l'envie, l'énergie qu'on va mettre dans un projet, dans une idée, dans peu importe, peut faire toute la différence. Exactement. Donc franchement, c'est extrêmement intéressant et je pense que ça inspire bon nombre de gens qui nous écoutent ici. Je reviens sur un sujet, c'est au niveau du coup de... tu l'as un petit peu dit, mais selon toi, le personal branding, donc l'histoire de Socona au niveau de son évolution en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse et puis en tant qu'accompagnatrice finalement de cette marque qui monte à tes côtés, a été capitale pour le succès justement de la marque. Le fait d'intégrer justement la fondatrice à l'évolution de la marque au quotidien au niveau de son marketing. Ouais, je pense que ça fait la différence et surtout qu'au départ, comme j'avais pas vraiment de budget marketing, etc., les choses étaient très brouillon. Mais du coup, comme on voyait la nana qui avait envie quand même de se lancer, de faire quelque chose, et du coup, je pense qu'au début, mais ça ressemblait à tout sauf à une marque, le truc. Mais juste le fait qu'on me voyait, elle est motivée, etc. Allez, je vais lui donner mon argent, je vais acheter sa cup, nous saouler avec. Et limite, je pense certains, parce que j'étais tellement dans mon truc, mais c'était tellement brouillon. Aujourd'hui, je me dis, mais comment... Tu faisais quoi concrètement? Des reels à tout va, des stories tout le temps? Non, c'était plus sur Facebook. En fait, c'était des posts. Mais ce qui est drôle, c'est que je pense que... Il y avait des groupes aussi, mais c'était surtout dans la page. En fait, il y avait la page Facebook. Et moi, je partageais tout le temps aussi sur mon compte perso. Et du coup, au début, j'ai quelques amis qui ont partagé. Après, j'avais aussi tous les retours des personnes à qui j'avais vendu quand je faisais les petites réunions à domicile. Parce qu'au début, vas-y, je suis convaincue, je vais tester. Mais c'est vrai que la cup, franchement, quand tu as testé, que vraiment c'est un produit que tu as kiffé, tu kiffes, quoi. Et t'en parles, tu le partages, etc. Et du coup, j'avais tous ces témoignages, etc. Donc, il te crée du contenu UGC, quoi. Aujourd'hui, on appelle ça du contenu UGC. C'est ça. Mais... C'était du UGC, version on n'a pas de budget. 2018, 2019, Voilà. Incroyable. Ok, c'est géant, c'est génial. Et... maintenant, justement, au début, tu es sur juste ta page Facebook, tu utilises ton compte perso pour partager, quelques clients qui partagent à côté, des amis qui partagent à côté. Puis au fur et à mesure, du coup, ça grandit. 1000 followers, 5000 followers, 10 000 followers, 50 000 followers, 150 000 followers aujourd'hui. C'est énorme, même plus de 150 000 personnes qui vous suivent, tout réseau confondu. C'est quoi le secret de cette croissance majoritairement quand même organique finalement aussi, et le fait qu'en plus t'as pas juste une communauté, t'as aussi une communauté engagée derrière. Si tu devais identifier un ou deux secrets justement liés à ça, c'est quoi qui ont fait ce succès? Je pense la transparence, c'est-à-dire qu'on a toujours tout montré, et c'est vrai que moi, même quand il y avait les lancements produits ou les coulisses aussi des lancements des produits, je partageais. Par exemple, le maillot menstruel, du coup, quand on a reçu le prototype, je l'ai montré, je suis partie faire les tests, que ça soit dans la piscine, etc. Et j'ai dit, non, là, c'est un flop. Celui-ci ne marche pas. Regardez, en fait, il y a le sang qui coule. Donc, en fait, ça absorbe pas. Donc, il va falloir qu'on l'améliore comme ci, comme ça, etc. Et tout ça, je partageais, en fait, en toute transparence. Les gens étaient choqués. Ils disaient, mais en fait, en gros, tu nous dis que ton prototype, il est nul. Oui, il est nul. Je ne veux pas dire qu'il est bien. Et du coup, ça a mis un temps fou. D'ailleurs, je crois que c'est en story à la une sur le maillot de bain. Et du coup, on voit toutes les étapes, en fait. Et les gens, ils suivent. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont acteurs. C'est même pas l'impression, ils le sont finalement parce qu'ils nous font aussi des remarques. Et du coup, on améliore le produit, etc. Et voilà, et je pense que c'est cette transparence pour tout. C'est-à-dire qu'au début, c'est pareil. Nous, au départ, on était sur une marque Made in France, coton bio, etc. Ensuite, on est parti faire produire en Tunisie, Turquie, pour aussi proposer des produits plus accessibles. Donc, il y en a certains qui comprennent pas, etc. Parce qu'au début, on avait une cible très bio, écolo, etc. Et après, le bio, écolo, ça a quand même un coût, faut être honnête. Et nous aussi, il faut qu'on ouvre à tout le monde, quoi, en fait. Au final, les règles, on n'a pas choisi d'avoir nos règles, donc on doit avoir le choix de prendre des protections et que ça ne te coûte pas un bras, quoi. Et du coup, il y avait toujours ce truc, on a toujours été transparent. Même le fait que moi, j'habite à Dubaï, au départ, les gens, je comprends pas, c'était il y a 4 ans, tu vois, vous lancez des produits bio, écolo, etc., vous allez vivre à Dubaï, etc. Mais j'ai toujours répondu, en fait, parce qu'au final, moi, j'ai rien à cacher, j'assume tous mes choix et voilà, quoi. Et donc, je pense que cette transparence et cette éthique de travail,
elle a fait la diff, quoi. Complètement. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris la décision de déménager à Dubaï ? La qualité de vie, la recherche de qualité de vie. C'est vrai qu'on était venu ici. Bon, moi, j'ai un problème avec les dates, donc je sais plus quand, mais on était venu et j'avais kiffé. En fait, quand j'ai atterri. Ça fait 4 ans que vous habitez ici. Fin 2019. On s'est installé en octobre 2019. Okay. Et avant ça, j'étais venue en vacances à Dubaï, en fait. Et j'avais kiffé. Et là, à ce moment-là, j'étais vraiment salariée. Je sais même pas si j'avais en tête un jour d'entreprendre. Mais je me disais, mais en fait, ce serait vraiment un très, très bon goal pour moi d'habiter à Dubaï. J'avais kiffé l'énergie, la vibes, etc. Et après, en plus, aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. Quand je vois ce qui se passe en France et juste par rapport à l'éducation, la sécurité, etc., je me suis dit, Dubaï, c'est une très, très bonne option pour nous. Et c'est vrai que finalement, plus les choses évoluaient, plus on s'est rendu compte qu'on avait juste besoin d'une connexion Internet pour travailler. Vous pouvez travailler partout de la planète, donc... Voilà quoi, welcome to Dubaï. Et justement, comment tu fais pour concilier un équilibre entre ta vie de femme d'affaires finalement, entrepreneuse, mais aussi ta vie de femme, ta vie de maman. J'ai cru comprendre justement dans le récit de ton parcours qu'au départ, quand tu te lances, tu n'avais qu'un enfant à ce moment-là. Tu as eu donc ton 2e enfant pendant l'aventure SoCup. Comment on fait pour trouver un équilibre et gérer les deux ? Parce que autant, moi, je suis énormément en contact avec des entrepreneurs donc masculins, moins féminins. Et les entrepreneurs masculins, souvent, ils sont dévoués à leur carrière, à fond, etc. Et ils ont moins, et moi le premier, à tort, pendant très longtemps, j'avais pas d'équilibre. Ou en tout cas, je mettais moins la priorité à l'équilibre. Et encore, tout récemment, j'en ai payé le prix fort à cause de justement ce déséquilibre complet. Et justement, par rapport à ça, tu vois, la notion est de se dire comment on fait quand on est d'une part une femme ambitieuse pour pouvoir trouver un équilibre et pouvoir accorder du temps à son mari, à ses enfants, à ses aspirations. Je pense que c'est une question que beaucoup de femmes se posent. On se fait aider, tout simplement. On n'hésite pas à demander. Et moi, le culte de la Wonder Woman qui fait tout, qui gère tout, c'est pas pour moi. Et je le sais très bien. Et j'ai pas honte ni peur de demander de l'aide et dire non, là, c'est plus possible, stop. Et du coup, je pense que c'est ça. Et c'est vrai que les femmes, on a toujours ce truc où elles doivent être parfaites sur tous les fronts. Donc, elles doivent être une bonne maman, mais elles ne doivent pas laisser de côté leur carrière. Elles doivent être carriéristes, mais elles ne doivent pas oublier qu'elles ont des enfants. Elles doivent également être belles pour apprêter pour leur mari ou pour séduire, etc. Mais à côté, il faut qu'aussi elles soient naturelles, parce que secours, il ne faut pas mettre de filtre, il ne faut pas machin. Et en fait, on est dans une société qui est complètement contradictoire, surtout pour les femmes. Et du coup, il faut qu'on s'entraide, qu'on fasse preuve de sororité. Et moi, c'est vrai que je suis bien entourée et j'ai jamais eu de honte ou autre de demander de l'aide et de me faire aider. Parce que toute seule, je pense que c'est pas possible. Quand on a 24 heures dans une journée, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai les moyens, par exemple, de payer une femme de ménage, de payer une nanny, etc. Et pouvoir bien équilibrer les choses parce que ce temps-là, en fait, au final... j'ai plus que 24 heures dans une journée, entre guillemets, parce que j'ai la babysitter qui va faire tant de temps, la femme de ménage qui va faire tant de temps, etc. Et à l'époque, quand j'avais pas les moyens de payer, je voyais avec ma maman, mes frères, mes sœurs, les personnes autour de moi, avec des copines, on peut se relier. Toi, tu les gardes ce samedi, et puis après, toi, tu profites, et moi, je prends le relais, etc. Voilà. Vraiment essayer de s'entraider et faire preuve de sororité. Très intéressant, très intéressant. Et justement, tu évoques le fait de pouvoir avoir des gens autour de soi qui vont te faire gagner du temps, un temps considérable. À partir de quel moment dans ta croissance, on va dire, entrepreneuriale, tu as commencé aussi à donner de l'importance et de la valeur à ton temps et tu t'es dit, je vais commencer à déléguer? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, SoCup, c'est toute une équipe. Vous êtes combien chez SoCup? Après, on travaille beaucoup avec des agences, etc. Donc oui, eux, ils n'ont pas que SoCup, mais en vraiment fixe, entre guillemets. On n'est pas si nombreux que ça. D'accord. Au final, à chaque fois, je suis choquée. Je me dis, mais comment on arrive à faire tourner ça? On est à peine 8, quoi. Même 8 pas. personnes. 8 personnes plus quelques agences partenaires voilà, à côté. c'est ça. Ok. Majoritairement, j'imagine, en remote, c'est 8 personnes. Remote, c'est travailler à distance. Ah oui, c'est ça. On n'a pas de bureau. Non. Et justement,
comment tu as constitué ton équipe? Est-ce qu'elle s'est faite progressivement? Est-ce que ce sont des gens qui ont, on va dire, qui sont montés avec toi et montés avec SoCup au fur et à mesure? Parce que ça, le recrutement, c'est aussi un gros sujet, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est une grande crainte, c'est une grande problématique, mais pourtant, c'est une solution qui est juste... Ah bah oui, quand on a goûté à ça, on se dit, ah oui, en fait, on a besoin des autres, quoi. Et c'est ça qui est beau. C'est comme le dicton qui dit, seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Et c'est exactement ça. C'est vrai qu'au début, c'est ton bébé, ta marque. Tu te dis, bah non, moi, je peux pas vraiment déléguer parce qu'ils comprendront pas exactement comme moi où je vais aller, etc. Et c'est normal. Mais à un moment, t'as pas le choix parce que t'as que 24 heures dans une journée, que tu le veuilles ou non. Tout le monde a 24 heures. Elon Musk aussi a 24 heures dans sa journée. Et une maman qui s'occupe de 5 enfants a aussi 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures? Et comment on multiplie son temps? Et comment on crée, au final, un système? C'est le secret. Si à un moment donné, tu vas être tranquille, il va falloir créer un système pour que les choses soient automatisées. Et que toi, tu sois là ou pas, ça tourne encore. Et moi, la première personne que j'ai recrutée, c'était en SAV, donc le service client, le Customer Care, parce que c'était trop négatif pour moi, en fait. J'en pouvais plus, parce que c'est les clientes où il y a eu un problème avec la poste, etc. Colissimo, ils n'ont pas reçu leur colis, elles ne sont pas contentes. C'est la cliente qui a une fuite, une personne qui a reçu un produit troué ou avec un défaut, etc. Trop d'énergie négative. Voilà. Et en fait, je commençais ma journée avec des mails, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, après, j'étais dans un bad mood, quoi. L'autre, elle n'a pas reçu sa commande, l'autre si. Et j'étais plus dans cette phase créative, essayer de trouver des nouveaux produits, essayer de faire grossir la marque, gérer le marketing, etc. Et du coup, juste le fait d'avoir une personne qui allait prendre cette énergie négative, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte, ah ouais, en fait, c'est trop bien de déléguer. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui fait. Et au départ, moi, ce que j'avais peur, en fait, c'est que ça me coûte trop cher, en fait. Parce que moi, j'ai toujours eu cette notion que les salariés, ça coûte cher. Il y a des gens que tu embauches, tu perds de l'argent, mais au final, ils te font gagner tellement d'argent. Et c'est vraiment le secret. C'est quand tu délègues, il n'est pas censé te faire perdre de l'argent. Aussi, le fait, c'est pendant un court instant. Mais après, normalement, c'est censé te permettre d'évoluer positivement. Complètement d'accord. Et justement... cette notion de ne se concentrer ensuite que sur des tâches à haute valeur ajoutée, des tâches où seul toi peux être mobilisé. Typiquement, dans ton cas, c'est des tâches de stratégie, c'est des tâches de réflexion, de décision, des tâches créatives, tu l'évoques, mais clairement pas des tâches de « Ah, j'ai pas reçu mon colis, je suis pas contente » ou un message négatif, un commentaire négatif sur les réseaux. Ça, c'est aussi une des premières choses que j'ai déléguées pour ma part. C'est hyper important, c'est super intéressant ce que tu évoques. Un autre point, un autre sujet, c'est au niveau de... Aujourd'hui, tu as acquis une certaine maturité, une certaine expérience entrepreneuriale. En tant qu'entrepreneur, en général, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des femmes qui nous écoutent et qui peut-être n'osent pas se lancer, se posent 36 000 questions, sont dans la situation dans laquelle tu étais peut-être, ou t'hésitais encore, tu cherchais l'idée, le projet, etc. Mais tu avais peut-être beaucoup de zones d'ombre, de doutes. Et puis, il faut savoir aussi une chose, tu as eu beaucoup de chance d'avoir un environnement qui était propice au fait de te créer un mindset et des croyances qui fait que tu te dis, OK, l'entrepreneuriat, ça peut être fait pour tout le monde. OK, j'ai un mari qui me soutient et qui est aussi indépendant avec son activité de prestataire de service en closing. OK, j'ai fait du MLM, donc je me suis rendu compte qu'il était possible de gagner de l'argent différemment que par le schéma traditionnel. Tout à fait. Et il y a peut-être encore d'autres choses dont on n'a pas connaissance qui ont fait que tu t'es dit, je peux le faire. Puis ta personnalité aussi, cette énergie que celles et ceux qui nous écoutent, ça fait plus d'une heure là qu'on discute, on voit que justement tu as ça en toi. Mais pour des femmes qui ont ce potentiel, ressentent qu'elles ont ce potentiel, mais malgré tout, n'osent pas prendre ce risque, n'osent pas se faire confiance. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, je dirais que le bon moment, c'est maintenant. En fait, il n'y a pas de « Ah oui, mais ça va être mieux quand ça. J'attends dès que j'ai accouché ou dès que ci ou dès que ça, etc. » Et pour moi, en fait, il faut prendre la décision de se lancer et après, on ajuste. Et en fait, c'est vrai que souvent, l'être humain, on est comme ça. En fait, on a l'impression que nous, notre situation, elle est toujours plus compliquée que tout le monde. Ouais, mais moi aussi, regarde, moi, j'habite à Paris, donc si ça, oui, mais c'est facile de dire ça, mais moi, j'ai 3 enfants, mais moi ci, mais moi ça, etc. Et au final, il faut, à un moment donné, se dire, en fait, soit tout ça,
c'est des excuses qui font que je n'avance pas parce que attends, moi j'ai 3 enfants, attends, moi je suis je sais même pas, je suis cadre, je peux pas, et si je me rate, etc. Ou soit c'est des forces, quoi. Au final, les enfants, c'est ça, c'est soit c'est une excuse, soit c'est une force. Et voilà. Et puis du coup, le bon moment, c'est maintenant. Et après, on réajuste. Et c'est vrai que souvent, je le dis sur mes réseaux, pour moi, ce serait vraiment horrible d'arriver à la fin de sa vie et de se dire merde. En fait, je suis passée à côté de ma vie. Ça passe tellement vite. Voilà, après mes 25 ans, je ne vois plus les années passer. Et c'est vrai que ça passe très, très vite. Et du coup, à un moment donné, en fait, le regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser, et puis si je me trompe, etc. Mais ce n'est pas grave. En fait, au moins, tu auras vécu quelque chose, tu auras essayé quelque chose, et peut-être que ce n'est pas la première chose que tu vas faire, mais ça va te donner confiance pour ensuite faire un deuxième business, un troisième, et c'est peut-être le 4e qui va exploser. Mais au moins, d'oser faire quelque chose pour ne pas avoir de regrets. Justement, tu es aujourd'hui actif beaucoup sur les réseaux sociaux, tu inspires beaucoup de gens sur les réseaux, tu partages ton quotidien, tu fais des stories, tu donnes du conseil, etc. Et puis même maintenant, tu as lancé aussi différentes choses pour aider les femmes majoritairement, mais tu as aussi des hommes, tu me disais tout à l'heure, à se lancer finalement. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ça? Est-ce que justement, tu t'es dit là aussi, comme par exemple pour SoCup ou même ton idée de projet potentiel avant, il y a un trou sur le marché, il y a un besoin, je reçois beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui me posent plein de questions au sujet de ça. Je vais leur expliquer, je vais leur montrer pour qu'ils puissent éventuellement, s'ils le désirent, s'ils s'en donnent les moyens, faire la même chose. C'est ça, en fait. En fait, plus je parle avec toi, plus je comprends des choses que j'avais pas, en fait, théorisées, entre guillemets. Je crée des déclics. Ouais, c'est ça. Incroyable. Parce que c'est ça, au final, je pense que c'est encore une fois, j'ai vu le besoin et c'était par rapport à mes réseaux sociaux. En fait, il n'y a pas un jour qui se passe où il n'y a pas quelqu'un qui me contacte. J'aimerais me lancer, mais j'ose pas. Qu'est-ce que tu penses de lancer ça? Des gens qui m'envoient leur étude de marché, t'en penses quoi? Etc. Vraiment. J'ai de tout dans mes DM, mais à un moment donné, je donne beaucoup de contenu gratuit. Pendant des années, j'ai donné plein de conseils, partagé des fournisseurs, etc. Et à un moment donné, j'ai dû créer une structure en fait pour les gens et puis même pour eux, parce que finalement, je donne un petit conseil comme par-ci, par-là, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui va vraiment les aider à accompagner. Et du coup, c'est vrai que j'avais de plus en plus de demandes en fait en message privé de gens, j'aimerais bien me lancer mes trucs. Et toi, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Et du coup, j'ai vu le besoin tout simplement. Je me suis dit peut-être que il faut que je les accompagne différemment et vraiment de manière très structurée. Pourquoi pas me lancer dans la formation en ligne? Donc je me suis formée parce que moi le service je connaissais pas du tout, l'infoprenariat, etc. Je me suis formée, j'ai appris comment on fait une formation en ligne, comment on fait une page de vente, comment etc. Je me suis et là ce qui était bien aussi, c'est que là j'avais du budget du coup. La différence avec SoCup où c'était beaucoup de système D, là j'avais déjà beaucoup de fonds et ce qui a fait que j'ai gagné énormément de temps quand j'ai voulu lancer ma formation. J'ai pu tout de suite payer un copywriter, essayer d'avoir une stratégie, mettre les vidéos, payer quelqu'un pour le faire à ma place, etc. Et moi me concentrer juste sur le contenu de la formation. Pareil les PowerPoint, la graphiste, etc. Et ça, c'était hyper agréable, en fait, d'avoir ce budget et puis et du coup, pour aller plus vite. Donc, il y avait vraiment cette partie où j'avais senti qu'il y avait cette demande. Et c'est vrai qu'aussi, la façon dont je pouvais me différencier, c'est que la plupart des formations que moi, je voyais, c'était surtout dans le service. Voilà, des coachs, etc. Mais c'était vraiment dans le service. Et dans le e-commerce, finalement, il n'y a pas beaucoup de femmes, déjà. Et il y a pas beaucoup d'acteurs non plus. On est plus des formations, c'est souvent du service, quoi. Et là, je me disais, là, en fait, moi, ma différence, c'est que j'explique quelque chose, mais que j'ai fait. Bien sûr. En fait, je sais comment on fait du e-commerce, je sais comment on fait du marketing d'influence, puisque je le vis tous les jours. Et du coup, c'est vrai que la formation, quand je l'ai faite, ça a été tellement simple parce que c'était des choses que j'avais déjà et puis voilà, c'était simple. Voilà, c'est ça. Sauf que j'ai mis 8 mois parce que je bossais à côté sur SoCup encore et à chaque fois je disais mais je peux pas parler de ça sans parler de ça. Je peux pas parler de ça sans parler de ça. Et du coup, c'est une formation où parfait, quoi. Voilà. Et au lieu de 4-5 modules, finalement, elle fait je sais pas combien et elle est longue, mais au moins elle est complète. Voilà. Et la deuxième chose aussi qui m'a poussée à faire ça, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que j'étais arrivée à un stade de ma vie où financièrement, ça va, je suis assez confortable. Aujourd'hui, je peux m'acheter des choses sans compter, etc. Et finalement, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça la réussite? C'est bien, oui. J'ai beaucoup d'argent, je peux me faire plaisir, etc. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et au moment où je me faisais cette réflexion, je ne sais plus où, je tombe sur une citation de Michelle Obama qui dit en fait le vrai succès, il ne se mesure pas à la quantité d'argent que tu as, mais à l'impact que tu as sur la vie des gens.
Et en fait, quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà, c'est ça, en fait. C'est que maintenant, j'ai envie d'impacter la vie des gens. En fait, l'argent, c'est bien, mais j'ai bien compris que ce n'était pas une finalité en soi. Et moi, il y a 2 choses que j'ai identifiées chez toi, notamment dans cette phase où tu veux faire de l'impact et aider les gens. Ouais. C'est que tu ne fais pas partie de ceux qui vont avoir un message où on va leur dire aux gens la réussite, c'est facile. Tu fais plus partie de ceux où tu te dis non, faut charbonner, il faut travailler. Et en plus de ça, tu es légitime dans ton message aujourd'hui et dans le fait de pouvoir les aider parce que ça fait 6 ans aujourd'hui que ta marque, elle tourne, elle fonctionne bien. Tu es transparente sur certains de tes chiffres aussi, sur tes chiffres. Typiquement, je me baladais sur ton Insta, on voit mois de juillet 2023, c'est plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Tu montres ouvertement tes chiffres. Donc, ça nous donne une idée aussi du fait que ça fonctionne très très bien. Puis, va même casser des croyances parce qu'on pourrait se dire pendant les vacances, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Vous avez du marketing d'influence, le marketing d'influence ça marche plus, donc c'est la fin. Alors que pas du tout, tu restes en croissance justement. Donc tu incarnes vraiment ton message et tu es légitime justement à le partager parce que tu appliques ce que tu conseilles. Et ça, je pense que c'est aussi une des différences qui va faire et qui fait le succès. J'imagine qu'il y a un bel accueil justement de ce que tu as lancé là. J'étais impressionnée par le lancement et c'est là que je me suis rendu compte de la force du service. On en a parlé tout à l'heure. Je me suis dit mais là, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de livraison, il n'y a pas de... My God, en fait, juste avec 3-4 personnes, tu peux lancer ça et après, c'est automatisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation, elle se vend sans que moi, je fasse quelque chose. Le matin, je me réveille. Oui, il y a eu une vente. OK, super. Et je pense que finalement, justement, en fait, j'ai une newsletter et dans la newsletter, je raconte les coulisses du lancement parce que c'est un lancement qui a été à plus de 200 000 € quand même. Quand j'ai lancé la formation, en une semaine, 200 000 €. On est sur du service et du coup j'explique un peu les coulisses et la conclusion de tout ça. En fait, c'est que finalement, c'est pas un lancement à 2 semaines qui a été fait, c'est un lancement sur 6 ans. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai donné gratuitement à tous ces gens qui ont suivi, qui ont regardé un petit peu, ou les gens qui connaissent juste la marque et pas moi, etc. En fait, c'est tout ce travail qui a fait que quand j'ai lancé la formation, en une semaine, ça a fait 200 000 €. C'est pas un lancement en fait à 200K, loin de là. Complètement. Voilà. Tu sais, j'ai accompagné des dizaines d'infopreneurs à faire des millions, des centaines d'infopreneurs à faire beaucoup d'argent. Je te rejoins à 200%. La réussite du jour au lendemain prend souvent plusieurs années à Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. J'ai envie aussi de rebondir sur Dubaï. Tu en parlais tout à l'heure. Moi, je te rejoins sur la qualité de vie. C'est incroyable ici. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui t'écoutent. T'en parlais même avant, tu sais, cette fameuse mentalité de se dire Dubaï, ceci, cela. Moi, je vis moins ce ressenti parce que j'ai un discours très entrepreneurial et donc complètement différent sur beaucoup d'aspects, même si je suis assez actif sur LinkedIn. Peut-être que des gens de LinkedIn nous écoutent parce que chaque podcast est aussi propulsé sur LinkedIn. Et j'aime bien être un petit peu, embêter un petit peu LinkedIn, tu vois. J'aime bien les chatouiller sur certains sujets. Et justement, l'état d'esprit qu'il y a ici à Dubaï, je pense qu'on peut en parler, où tu te dis, maintenant aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, j'ai une belle réussite, c'est cool, je suis tranquille. Mais la réalité, entre toi et moi, c'est que même si tu as 10 millions, 20 millions, 30 millions sur ton compte en banque, peu importe qui tu es, ce que tu fais, autant de followers tu peux avoir, qui plus est dans le marché français, t'es personne ici à Dubaï. Parce qu'il n'y a que les champions du monde qui sont réunis ici. Et du coup, ça te pousse justement à toujours être meilleur. Et j'ai l'impression que tu fais partie de ces gens où justement tu veux te dépasser, tu veux progresser, tu veux impacter, tu veux avancer. Et du coup, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est ce côté où c'est stimulant. C'est hyper stimulant et ça peut être aussi dangereux. Dubaï, où tu as ce truc où les gens, ceux qui veulent toujours plus ou qui jalousent, etc., Dubaï, ça va être très compliqué pour eux parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus que toi. Et des fois, beaucoup, beaucoup plus que toi. Donc, tu dis, oui, et puis l'autre qui a la belle voiture, l'autre qui a ci, l'autre qui a ça. Et on est dans une société, de toute façon, du paraître. Donc, ça peut être à double tranchant pour certaines personnes. Moi, je pense qu'on soit à Dubaï, en France ou peu importe où, le plus important, c'est de garder toujours cette humilité. Et je trouve que c'est une des qualités les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Et beaucoup de personnes perdent ça. Moi, je l'ai vu, des personnes qui sont lancées même autour de moi et qui finalement, dès qu'ils ont eu un soupçon de réussite, et des fois, en plus, ils pensent que c'est une réussite de dingue, mais calm down.
vu ce qu'il y a autour. Et du coup, qui perd cette humilité et qui limite, ils n'ont plus le temps pour toi, etc. Okay. Et c'est dingue. Et du coup, je pense que c'est hyper important de rester humble, même si on habite à Dubaï, même si on peut se payer une Porsche, même si l'humilité, pour moi, c'est hyper important. Ouais, hyper important. Qui se crament assez rapidement, finalement. Oui. Il y a beaucoup qui viennent et qui repartent. Bah oui, ils ont tout flambé, ils n'ont rien fait, en fait, au final. Et c'est vrai que je me rappelle aussi d'un de mes mentors dans le MLM qui disait que souvent, en fait, l'argent que tu as, il va rejoindre un petit peu ton niveau de développement personnel. Et du coup, il disait, en fait, finalement, si toi, tu ne te développes pas personnellement, tu n'apprends pas à gérer ton argent, ton temps, tes relations, à un moment donné, en fait, même si tu fais beaucoup d'argent, à un moment donné, ça va rejoindre ton niveau de développement personnel. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de sportifs de haut niveau. Ouais. Par exemple, les statistiques de la NBA, elles font flipper, quoi. Ouais. Je crois que c'est plus de 90% des personnes, 10 ans après, ils sont ruinés. Ouais. Et pareil, les gens qui gagnent au loto, etc., c'est qu'en fait, ils ne sont pas développés, ils n'ont pas appris à gérer. Et du coup, la quantité d'argent qu'ils avaient, elle rejoint leur niveau de développement personnel ou intelligence financière, si on peut dire. Ouais, je pense que c'est un peu des deux, effectivement, développement personnel et intelligence financière, où le manque d'intelligence financière fait qu'ils régressent au niveau auquel ils étaient. Je te rejoins tout à fait. Quand on dit Dubaï, on pense aussi influenceur, marketing d'influence. On en parlait tout à l'heure, le marketing d'influence a quand même subi un sacré coup, j'ai l'impression, ces derniers mois, ces dernières années, pour différentes raisons, hein, les abus, les publicités, ils l'ont pas volé, absolument, c'était quand même assez dingue. Il y a bien d'autres médias qui en parlent bien mieux que moi, bien mieux que nous. Mais justement, aujourd'hui, quelle est la place du marketing d'influence dans la stratégie SoCup par rapport à d'autres méthodes d'acquisition? Donc, on va les vulgariser, on va dire qu'on a l'acquisition organique, on a l'acquisition trafic payant et on a l'acquisition marketing d'influence. Aujourd'hui, comment tu gères justement ça? Est-ce que c'est les mêmes stratégies qu'avant? Est-ce que c'est les mêmes influenceurs qu'avant? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous êtes plus sur des micro, macro-influenceurs? Ça peut être intéressant. Alors du coup, malgré qu'effectivement le marketing d'influence a baissé, etc., ça reste quand même un levier incroyable. Et vraiment, quand on démarre, je pense que c'est un des meilleurs leviers payants, finalement, puisque la plupart, on les paye. Voilà. C'est un des leviers qui va être vraiment le plus rentable. Pourquoi ? Parce qu'il y a le transfert en fait de confiance pour les influenceurs, ceux qui n'ont pas fait du sale, qui ont vraiment créé des belles communautés, qui leur font confiance, etc. Nous, on en a certains, on les appelle nos top producteurs, quoi. C'est vraiment chaque fois qu'ils parlent de nous, ça cartonne et ça fait il y en a plusieurs où on a en fait des contrats sur plusieurs mois, plusieurs années. Et du coup, à chaque prise de parole, ça explose. Ils peuvent parler de nous 2 fois par mois. Les 2 fois, il y aura énormément de ventes. Et parce qu'ils ont créé des communautés qui leur font confiance et ils ne les ont pas trahis, ils n'ont pas fait d'arnaque, etc. Et du coup, le marketing d'influence, malgré que ça a baissé en fait au final chez les influenceurs qui ont eu la peine du gain et qui se sont dit « Waouh, c'est énorme, je fais une story, j'ai 2 000 €, trop bien, je vends tout et n'importe quoi. » Et finalement, au début, la confiance, les gens achètent. Ils ne reçoivent pas des produits, etc., ou reçoivent des produits nuls, quoi, en fait, de mauvaise qualité, etc. Et la confiance, elle baisse. Et aujourd'hui, ces gros influenceurs qui, avant, ils nous les proposaient à 3 000, 4 000, 5 000 €, la story, aujourd'hui, certains, ils sont limite en train de nous supplier, prends-la, ou c'est même eux qui nous contactent. Et moi, ça me fait rire, par exemple, sur le Insta de SoCup. Des fois, on a des très gros influenceurs, etc., qui ont des millions d'abonnés, qui viennent gratter un petit peu des partenariats, quoi. Mais non, on ne travaille pas avec eux, puisque par rapport à la confiance, il n'y en a pas, en fait. Donc, on sait que même si on les paye 1 000 €, il n'y aura pas un gros impact. Et voilà. Et sinon, c'est vrai que nous, au niveau les influenceurs, on cherche vraiment ceux qui ont su fédérer. Et on ne regarde pas que le nombre d'abonnés. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Moi aussi, je l'ai fait au départ, où en fait, finalement, le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est vraiment la qualité de l'audience qui va faire la différence et de la relation de confiance qu'a l'influenceur avec ses abonnés. Voilà. Mais aujourd'hui, le marketing d'influence n'est pas mort, loin de là. Et nous, c'est un très, très gros levier qu'on a et qui aussi a fait cartonner SoCup au début. Et continue à le faire d'ailleurs. Tu évoques un point extrêmement intéressant, c'est qu'il y a certains influenceurs qui vous supplient, entre guillemets, ou tout du moins qui vous contactent, qui vous sollicitent pour travailler avec vous, qui sont des gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés, et vous ne travaillez pas avec vous, tu me disais, parce qu'il n'y a plus la confiance avec leur audience et autres. Mais moi, je pense que, contredis-moi si je me trompe encore une fois, ça pourrait presque vous donner une mauvaise image, finalement, de travailler avec certains. Ah oui, donc il y a aussi cette notion d'image, d'autorité, de confiance. Quand je dis... ce que j'ai précisé, il y a également aussi ce fait que
c'est trop important, l'image de la marque, et que oui, après, c'est ça, si tu fais un influenceur qui a fait presque que des arnaques et il parle de ton produit, bah, tu décrédibilises en fait auprès des audiences. Et nous, ça nous est déjà amené, on a déjà été aussi amené à être avec des influenceurs, et après on a des messages de certains de nos clients ou autres qui disent « Ah, SoCup, vous avez fait cette personne, oh là là, je suis déçue, etc. » Okay. Et voilà. Et par exemple, là, on travaille avec une influenceuse qui cartonne, qui a une visibilité incroyable et on a des résultats de dingue avec elle. Mais à côté, elle a une communauté de haters, mais comme pas possible. Et voilà, qui sont très, très investis dans sa vie. Je ne comprends pas, parce que s'ils mettaient toute cette énergie à lancer un business ou faire quelque chose pour eux, ils seraient très, 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 très bien. Et du coup, en fait, elle a plein d'haters, etc. Et ils peuvent te démonter ta marque sur Twitter, etc. C'est marrant, quoi. Voilà. Ouais. Le phénomène des haters, justement, moi, c'est un sujet qui m'a pendant longtemps fasciné. Je me suis posé plein de questions à propos d'eux. Ouais. Tu vois. J'ai même organisé certains événements physiques pour essayer d'en rencontrer. Non, c'est hyper important. Et souvent, ils sont très, très doux comme des agneaux lorsque tu les vois en vrai. C'est même des gens extrêmement impliqués qui souvent expriment une certaine frustration tout simplement par leur haine. Qu'est-ce que tu leur dirais, ou qu'est-ce que... Selon toi, qu'est-ce qui explique justement toute cette énergie qui déploie sur les réseaux au quotidien? C'est le mot, je pense que c'est le mot que tu as utilisé, frustration. En fait, ils sont frustrés que, par exemple, il y a des gens qui réussissent, souvent, en fait, j'ai l'impression que ça leur fait miroir de soit ça représente tout ce qu'ils auraient voulu mais qui n'ont pas pu être, et du coup, avec leurs mots ou leur violence, ils vont essayer de ronger ça comme ça. Soit c'est des gens qui n'osent pas, en fait, ils sont refoulés, ils vont pas bien, entre guillemets. Et du coup, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est investissez en vous, en fait. Arrêtez d'investir, parce que tout ce temps, toute cette énergie que tu prends à détester quelqu'un, mets-le dans quelque chose qui va t'apporter à toi, quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Ouais, complètement. Je rebondis sur un sujet, tu parlais avant d'intelligence financière. Ouais. Dans ton cas, SoCup est une de tes premières expériences entrepreneuriales, du coup, mais en tout cas la première qui prend vraiment de l'ampleur, ce qui fait que tu te retrouves assez jeune à avoir pas mal d'argent, à avoir des beaux revenus, tu les as mérités, hein, tu l'as créé, mais du coup vient avec la réussite souvent des problèmes ou des questions qu'on n'a pas anticipées, auxquelles on n'a pas été habitué. Ça, c'est un sujet qu'on évoque très rarement. On pourrait se dire, mais attends, mais comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Quand tu as tout l'argent que tu veux et que tu ne regardes plus le prix, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes ou une ou deux choses que tu as identifiées dans cette nouvelle vie que tu n'avais pas anticipées, par exemple, liées à l'intelligence financière ou liées à, je te dis une bêtise, la jalousie de certaines personnes, les remarques ou des choses comme ça, qui font que même parfois, certains n'osent pas se lancer à cause de ça également. Oui, il y a aussi cette peur de réussite et d'argent, parce que c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Et surtout chez les femmes. Où c'est vrai que l'argent, c'est vrai que dans l'imaginaire en France, c'est un peu ça. Hein. Les gens qui ont de l'argent, ils sont méchants, ils sont mauvais, etc. Et moi, je pense que, sincèrement, l'argent ne change pas les gens. On entend tout le temps ce truc, l'argent, ça l'a changé, etc. Je pense surtout que ça révèle qui ils sont réellement. Donc, une personne qui a toujours été généreuse, honnête, sincère, tu lui mets de l'argent ou pas, elle va garder ça, c'est-à-dire que peut-être qu'elle va donner à des associations, à faire de l'humanitaire, elle va aider, et sans forcément le montrer sur les réseaux ou autres, et elle va utiliser sciemment son argent. Et une personne qui était déjà frustrée, jalouse, méchante, etc., tu lui mets de l'argent, elle va faire des drôles de choses avec. Et voilà, et je pense que ça révèle surtout qui tu es au fond. Et c'est pareil pour le manque d'argent, où des fois, par exemple, dans certaines situations, dans certains pays où vraiment il n'y a pas d'argent, on voit en fait le fond des personnes qui sont prêtes à agresser quelqu'un, etc., pour voler un téléphone, pour essayer de le vendre, etc. Et du coup, je pense que le manque ou le trop d'argent, entre guillemets, il révèle juste qui t'es réellement au fond, et que ça ne change pas vraiment les gens. Voilà. Complètement, je te rejoins. Effectivement, c'est plus c'est un amplificateur de personnalité. Exactement. Je te rejoins. Un point aussi, c'est quand tu commences à en faire, à en générer, à en encaisser, tu as envie d'investir. Dans ton cas, je sais que tu as investi en immobilier, tu as investi aussi dans d'autres types d'actifs. Comment tu as fait pour éveiller ton esprit en fait à ça? Parce que, encore une fois, tu viens pas forcément d'un milieu entrepreneurial. Pas du tout. Tu n'avais pas de base d'investissement. Tu
tu t'es fait accompagner, tu t'es entouré, tu t'es formé, parce que je sais que tu n'as pas investi que dans l'immobilier aussi, mais dans d'autres types de classes d'actifs qui sont des classes d'actifs un petit peu moins communes, on va dire. Mais ça t'est venu comment? Avec le temps, au fur et à mesure du temps Oui, c'est ça. En fait, c'est au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent, à un moment donné, tu as couvert tes besoins. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce surplus, quoi? Pour moi, c'est juste horrible de laisser l'argent dormir à la banque, puisque de toute façon, même quand tu le laisses dormir, la banque, elle le fait travailler, en fait. Ouais. Sauf que là, toi, tu n'en récoltes pas les fruits. Donc voilà, et je pense que c'est le livre Père riche, Père pauvre qui m'a ouvert vraiment sur l'argent. Je me suis rendu compte que finalement, l'argent, c'était une matière et ça s'apprenait comme tout. En fait, comme tu apprends à cuisiner, tu apprends à gérer de l'argent et à en faire et à le fructifier, etc. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert par rapport à l'argent. Et puis après, c'était la logique des choses. En fait, je savais que... de toute façon, dans l'argent que je gagne, c'est vrai que j'ai toujours réparti comme ça. Finalement, il y a 33%, par exemple, que je réinvestis dans SoCup pour payer les salaires, pour développer des nouveaux produits, dans le branding, etc. Donc, on réinvestit en fait dans la boîte pour la rendre encore plus forte. Et c'est ce qui nous a permis d'être toujours en autofinancement. Parce que même quand je gagnais très bien avec SoCup, je ne suis pas partie m'acheter une belle voiture. Non, j'ai continué à encore investir dans la marque pour la rendre encore et toujours plus forte. Ouais. Donc, il y a une partie, de toute façon, à peu près 33% que je mets dedans. À l'époque, c'était aussi 33% que j'utilisais pour vivre, pour payer les charges, les écoles des enfants, etc. Voilà, vivre. Et ensuite, 33% que j'investis. Donc là, maintenant, ça marche bien, Dieu merci. Donc du coup, même les 33% pour vivre, c'est beaucoup moins maintenant. Mais du coup, j'avais toujours gardé ce truc de un tiers. Okay. Et voilà, et du coup, l'idée, c'est ça, c'est essayer de faire travailler cet argent pour que dans quelques années, on puisse en fait finalement vivre que de tout ce système qu'on aura créé, qu'on n'a plus besoin vraiment de travailler pour faire rentrer de l'argent, quoi, tout simplement. De tous ces investissements qui vont créer du revenu passif. Exactement, le passif. Ouais, intéressant. Très bien. On ne l'a pas spécifié tout à l'heure, mais tu es seul associé de SoCup. C'est toi qui as lancé SoCup de zéro, quoi. Ouais. Et comme je disais, après, pour moi, mon mari fait aussi partie complètement de... Bien sûr. Voilà, mais l'équation. Ce que je veux dire par là, tu fais bien de le spécifier, excuse-moi, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de gens, parfois aussi, en particulier les femmes, j'ai l'impression, je sais pas, mais même chez les hommes, clairement, quand tu te lances, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, ils vont chercher un associé plus pour se rassurer qu'autre chose et pas oser se lancer, tu vois. Moi, j'ai déjà vu, tu vois, des gens dans des séminaires, lorsque j'en animais ou j'en organisais, qui littéralement, au moment où question-réponse, tu vois, tu as quelqu'un qui se lève avec le micro pour poser une question et la question, c'est « Bonjour, alors moi, Bernard du 38, je cherche un associé. Donc, j'ai ce projet-là. Si quelqu'un est intéressé, contactez-moi, je serai au fond à gauche. » Et tu vois, tu te dis « Attends, mais c'est quoi ton projet, là Tu penses vraiment que tu auras l'associé de tes rêves qui va sauter sur l'occasion ?» Tu vois, c'est assez dingue. Qu'est-ce qui fait que toi, justement, tu as osé te lancer toute seule? C'est l'environnement qui était autour de toi? En fait, j'avais pas besoin de quelqu'un, quoi. Pour moi, en fait, vraiment, je pense, je me suis même pas posé la question de il faut que je m'associe avec quelqu'un ou autre. Non, moi, je croyais en mon produit. Je savais que j'allais le lancer. Je sais pas combien de temps ça allait prendre, parce que je savais pas combien ça allait me coûter, combien de temps, etc. Ouais. Mais de toute façon, je savais que j'allais le faire. Et c'est moi qui croyais en ce truc. Je ne sais pas comment j'aurais pu convaincre quelqu'un. Ou j'ai même pas vraiment pensé à ça. Mais c'est vrai que je souriais beaucoup quand tu parlais parce que j'ai toujours ça en message privé, les gens qui cherchent des associés, etc. Et même dans les élèves de ma formation, cette histoire d'associés, mais vraiment, j'ai beau creuser, j'arrive pas à comprendre. Et surtout que c'est 2 fois plus de problèmes, entre guillemets, parce que généralement, quand tu t'associes avec quelqu'un, il y aura toujours... C'est rare que ça soit 50-50 en termes d'investissement, que ça soit en termes de temps, de comment on croit au projet ou de l'argent ou etc. Et du coup, voilà. Et du coup, tu auras toujours ce truc hyper déséquilibré, donc l'autre qui va penser qu'il fait plus, etc. Et s'associer avec une personne, c'est pas rien aussi, c'est une grosse décision. C'est comme souvent on dit, tu sais, tu connais quelqu'un quand tu pars en vacances avec elle. Là, je pense qu'aussi, quand tu t'associes avec quelqu'un, peut-être que toi, tu as apprécié sa personne en tant que frère, cousin ou que sais-je, mais être avec la personne et qui aura un rapport à l'argent peut-être qui va être très différent du tien, etc., c'est pas rien. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de s'associer avec quelqu'un et pas juste dire « je cherche un associé ». Et je pense que dans beaucoup de cas, les gens cherchent les associés, comme tu disais, pour se rassurer, être tranquille, etc. Mais finalement, beaucoup auraient pu même lancer tout seul
leur projet, quoi. Complètement. Je vais même aller plus loin que toi, tu sais. Pour ma part, je ne suis pas marié. Toi, je sais que du coup, ça fait plusieurs années maintenant. Ouais. Mais par contre, je me suis associé avec de nombreuses personnes dans différents projets. Et pour moi, l'association, c'est comme le mariage, tu vois. Ouais. C'est même peut-être, je ne vais pas dire plus que le mariage, mais tu as des enjeux, notamment juridiques, notamment moraux, notamment légaux, notamment sur tellement d'aspects. Puis c'est vrai. ça devient plus complexe quand, moi, tu vois, j'ai eu des fois des business où on était 3 associés, 4 associés, 5 associés. Ouais. Du coup, tu as une complexité de business, de réflexion, un niveau de sophistication qui est beaucoup plus poussé que juste quand il y a 2 individus. Et en plus, on n'est plus sur de l'émotionnel, on est clairement sur du 100% rationnel. Ouais. Parfois, il y a de l'émotionnel parce que ta boîte, c'est ton bébé, etc. etc. Mais ouais, c'est intéressant de faire le parallèle justement avec ça. Et c'est vrai que c'est souvent un des éléments récurrents que les gens ont. C'est drôle que tu me dises, ouais, je vois plein de questions comme ça dans mes DM. Et justement, ça me permet d'introduire parfaitement ma prochaine question. C'est peut-être en te basant sur les questions récurrentes que tu as dans tes messages privés en général, mais quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui peut-être comme toi n'est pas forcément issu d'un milieu entrepreneurial de base extrêmement stimulant ou et elle avait déjà son chemin tout tracé pour entreprendre et qui se pose des questions mais qui se dit non, l'entrepreneuriat ça me stimule, ça me plaît et j'ai compris que c'était la voie la plus, j'ai envie de dire presque la voie royale à ma liberté, parce que moi je l'ai vu comme ça, tu vois, j'ai jamais voulu être riche, j'ai toujours voulu être libre, c'est vraiment ce que je dis tout le temps et c'est vraiment ce qui a été le cas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui n'ose pas et qui se pose 10 000 questions et qui peut-être a d'autres blocages qu'on n'a pas cités ici aujourd'hui dans cet épisode? Faut se lancer en fait et ensuite les choses arriveront. Il y aura certes beaucoup de difficultés, mais en fait si tu restes focus et concentré sur ce que tu veux vraiment, il y aura pas de problème entre guillemets. C'est même si tu connais rien au commerce, même si tu connais rien au marketing, même si, en fait, finalement, moi, j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, plus de 80%, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit, c'est le fait d'être déterminé, de trouver des solutions, d'être débrouillard aussi, de pas toujours attendre des autres, etc. Et si tu as déjà ça, tu as fait plus de 80% du travail. Et le reste, ça va venir. Et même si c'est pas toi, tu trouveras quelqu'un qui a cette compétence et tu la paieras et basta, quoi. Mais c'est surtout le fait de... si vraiment tu as envie d'entreprendre et que tu as, comme on dit, le désir ardent, en fait, la volonté, le pourquoi, et que les choses, elles sont claires, fonce. Et après, oui, il y aura des hauts, des bas, des difficultés, etc. Il faut rester focus sur ton objectif, en fait, ce que tu vises. Ouais, justement, je te rejoins, le focus, c'est un point important. C'est difficile aujourd'hui d'être focus avec tout le bruit qu'il y a autour de nous, les réseaux. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a justement cette peine d'être focus, qui ne sait pas si elle fait le bon projet ou il fait le bon projet, qui ne sait pas trouver l'équilibre entre dès que j'ai envie de me donner un petit peu plus dans mon projet, mes amis comment dirais-je, me mettre la pression, etc. Me font comprendre que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut être le pire patron qu'on a connu. Pour soi. En fait, il faut faire preuve de discipline, en fait, c'est ça. Parce que la motivation, ça vient, ça repart, etc. Et puis toutes ces histoires aussi, de loi d'attraction, etc. Oui, je crois, je fais un tableau de visualisation, etc. Ok, c'est super. Mais à un moment donné, c'est l'action qui paye. Et il va falloir faire preuve de discipline et d'être dur aussi avec soi-même. Moi, c'est vrai que la première année, par exemple, je ne suis pas partie en vacances et c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis en vacances toute l'année, quoi. Et voilà, il y a aussi le fait que des fois des copines qui sortaient, qui allaient au resto, etc. J'avais envie de partir, mais à côté, je me disais, je bosse à temps plein. Là, ces 2 heures, autant que je les prenne pour mon business. Et c'est faire des sacrifices, être dur avec soi-même et se dire, moi, c'est ce que je me disais aussi, je me disais, même si ça met 5 ans, 6 ans pour juste même gagner peut-être 10 000 € par mois avec SoCup, en fait, c'est toujours mieux ça que travailler pendant 40 ans pour quelqu'un. Donc, je préfère faire des sacrifices à court terme et être tranquille à long terme que profiter sur le court terme et à long terme pleurer parce que j'ai pas fait les bons choix, pourquoi je suis allée là-bas, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai écouté un tel, et ensuite rejeter la faute, comme beaucoup qui ont des regrets, c'est pas de leur faute, c'est parce que c'est la copine, c'est le machin, etc. Et rejeter la faute sur les autres et ne pas se responsabiliser. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de discipline et se responsabiliser à un moment donné. Complètement. Travailler comme un lion pendant 5 ans ou comme un mouton pendant 50 ans. Voilà. C'est ça. Je te rejoins. Un autre point, tu dis, là, il y a quelques instants, maintenant, je suis en vacances toute l'année.
Ouais. T'es en vacances toute l'année, c'est quoi ton quotidien du coup? Ouais. Parce que... je suis en vacances toute l'année, c'est juste que moi, j'ai le sentiment que je suis en vacances toute l'année. Okay. Du fait que c'est cool quand même. Ouais. Et c'est la liberté, en fait. Je suis tellement ravie d'avoir atteint ça. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Au final, voilà, quand, par exemple, l'anecdote que je partageais avec le patron qui ne me donne pas mes vacances, là, ça c'est fini maintenant. Ouais. Et c'était cette soif de liberté que j'avais. Et aujourd'hui, je l'ai. Après, bien entendu, je bosse encore beaucoup. Ouais. et voilà. Mais le fait d'être dans un environnement que je kiffe, comme Dubaï, le fait qu'il y a le soleil aussi toute l'année, etc. J'ai l'impression vraiment d'être en vacances. Et c'est vrai que quand j'étais en France, j'avais toujours ce truc où je regardais une nouvelle destination, où je dois partir en vacances, etc. Là, tu peux me laisser 5 ans ici sans sortir de Dubaï, ça va, je pense que je ne vais pas me plaindre. Et voilà. Ok, je vois. Ce fameux concept, trouve un travail que tu aimes et tu auras l'impression de ne pas travailler un seul jour de ta vie. Ouais. Finalement, toi, tu ne l'as pas trouvé, tu l'as créé. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Mais j'ai quand même le sentiment que je travaille. Parfois, des fois, il y a des périodes aussi qui sont très, très dures. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai senti que si je continuais, j'étais vraiment au bord du burn-out. Souvent, surtout sur les réseaux, mais en même temps, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Ouais. Je vois qu'il y a toujours ce truc de l'entrepreneuriat, la girl boss, ou même chez les hommes, où on voit en fait que l'aspect super positif de l'entrepreneuriat, les belles voitures, je marche, les résultats, voilà, les résultats, voilà. Mais les coulisses, on voit très peu de personnes sont transparentes sur ça. Et il y a aussi beaucoup de mythos. Faut être réaliste aussi. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est important aussi de montrer que c'est pas si beau que ça. Il y a aussi des grosses difficultés et parfois le mental, il est vraiment. Voilà, nous on a vécu des choses. Des fois, on se dit waouh. C'est compliqué. Est-ce que tu as une anecdote comme ça à nous partager? Ouais. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est avec un de mes fournisseurs. On a eu un gros souci. Au final, en fait, ce qui se passait, c'est qu'à la base, il fabriquait des culottes menstruelles pour moi et pour d'autres marques françaises et peut-être étrangères aussi. Et en fait, je pense qu'en fait, le volume de commandes qu'on avait commençait à augmenter, je pense, chez les autres marques aussi. Et du coup, il s'est dit, il y a peut-être un bon marché là. Et du coup, ce fournisseur a décidé de lancer aussi sa culotte menstruelle. Donc, en fait, il y a eu un gros conflit d'intérêts parce qu'en fait, t'es mon fournisseur, mais en même temps, t'es mon concurrent. C'est pas sain. Tu connais mes prix. Tu sais comment moi, je développe les produits. Certaines choses, en plus, des infos aussi qu'on donne par rapport au sizing, par rapport à l'amélioration du produit. Toi, t'as toutes les infos et tu lances ton truc. Franchement, ça a été très, très violent. Et ensuite, quand j'ai appris aussi que certains de nos clients B2B se faisaient contacter par ce fournisseur, parce que lui était moins cher, puisque du coup, il maîtrisait les trucs. Ça a été vraiment très, très violent, au point où je me disais, en fait, on n'a plus de fournisseurs, là. Donc, on fait quoi, en fait? La culotte, c'est le produit phare, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. On n'a plus de fournisseurs, parce que moi, c'était hors de question, je travaillais encore avec cette personne. Et du coup, comment tu rebondis par rapport à ça? C'était vraiment très, très violent. Comment t'as fait? On a lancé notre atelier. Voilà. Problème-solution. Voilà, problème-solution. Et du coup, tant mieux que ça nous est arrivé, puisque du coup, on a pu s'associer avec une personne en France, etc., qui était sur place, on a investi dans les machines, etc. Et on a pu lancer l'atelier SoCup, quoi. Magnifique. Meilleure maîtrise de toute la chaîne de valeur. Ouais, et exactement. Donc, beaucoup plus de flexibilité. Exactement. Ouais, très bien. Et les coûts, etc. Ouais, c'est... Très smart. Voilà. Tu as une autre anecdote comme ça où ça a été challengeant, vraiment compliqué, ou une leçon en particulier liée à ces 6 dernières années entrepreneuriales? Ouais, là, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, je l'avais partagé en story. Ce qui s'était passé, c'est que pendant toutes ces années, on a toujours été en positif, c'est-à-dire chaque mois était meilleur que l'autre, vraiment. Après, tous les des mois, fois, de la croissance quasiment, ouais. Wow. Après, des fois, ça va être un petit peu, on revient à l'équilibre, quoi, entre guillemets, mais sinon, c'est toujours chaque année, en fait, le chiffre d'affaires augmente, etc. Là, pour l'instant, on n'a pas eu de moment où ça baisse. Et là, ce qui s'est passé, c'était quand? Je ne sais plus, vers mai, juin, d'ailleurs, je l'ai partagé en story. C'était la première fois qu'il y avait plus d'argent qui était sorti que d'argent qui était rentré. Parce qu'on avait anticipé l'été avec les maillots de bain menstruels, où l'année dernière, en fait, on a eu des grosses ruptures de stock parce qu'on avait sous-évalué les ventes. En fait, c'est encore plus cartonné que ce qu'on pensait. Et là, du coup, cette année, on s'est dit, on va pas faire la même bêtise, on va voir gros, on va commander beaucoup de stock pour être sûr de ne pas être en rupture, etc. Sauf que le stock, il faut anticiper. Donc, on l'a avant de vendre, en fait, avant l'été, etc. Et du coup, j'aurais dit, mais ça me fait trop bizarre. C'est la première fois depuis beaucoup, beaucoup d'années que sur le mois, il y a eu beaucoup plus d'argent qui est sorti, qui est rentré. Ouais. Et du coup, ça fait une sensation pas très agréable, pas très confortable. Donc après, il y a bien cette vision, de toute façon, on sait qu'on va vendre les maillots de bain, etc. Mais aussi ce truc de, et si
on vend pas autant que ce qu'on pensait, parce qu'on avait vu vraiment plus gros. Dieu merci, ça s'est bien passé, mais voilà. Et c'est vrai que ça a été un peu très désagréable comme sensation. J'aime pas ça. Ouais, c'est une question d'anticipation au niveau de la trésorerie, etc. La première fois que ça arrive, ça peut effectivement faire cet effet. Ça me l'avait fait aussi, c'est normal. Surtout quand on est dans des business à cash flow, qui plus est, qu'on est bootstrap. Et du coup, tu te dis, waouh, cet argent, je l'ai gagné, tu vois, faut être sûr de soi. Mais bon, je pense que tu n'as pas pris un grand risque vu les résultats sur cet été. Avant de te poser ma dernière question, j'ai quand même envie de rebondir sur un sujet qui est finalement l'impact, parce que tu as créé tout ça aussi pour améliorer la vie des femmes, améliorer la période des règles des femmes. À moins que ce chiffre soit confidentiel, auquel cas donne-nous une sorte de tranche. Mais aujourd'hui, SoCup, c'est combien de clientes qui ont été accompagnées, qui ont été aidées, qui ont pu améliorer justement leur cycle de règles grâce à ta solution, grâce à vos produits? Alors, je pense, oui. Grosso modo, plus de 300 000 femmes. Wow. Ça, c'est sûr. Ça, c'est surtout un si impact. on compte les clients de VP, etc. Finalement, c'est nos produits aussi. Oui, on est au-delà des 300 000. C'est extraordinaire. Félicitations. C'est incroyable. Franchement, 300 000 femmes en 6 ans qui ont pu justement améliorer justement leur menstruation, leurs règles. C'est bien. Incroyable. Et maintenant, tu pars sur l'impact de transformer pas juste un mois une période du mois de leur vie, mais leur vie entière. Exactement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Félicitations. Écoute, merci. J'ai adoré partager ce moment avec toi et faire cet épisode. C'était super intéressant. Pour celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec le commentaire sur YouTube, le like sur la vidéo, le partage. On va partager l'épisode partout, donc faites de même. Et bien sûr, si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast, votre plateforme de streaming préférée, les 5 étoiles sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple Podcast, l'avis sur Apple Podcast, qu'on continue à aller chercher et chatouiller le podium. On oscille entre la place numéro 2 et la place numéro 7 des podcasts les plus écoutés en France sur l'entrepreneuriat. Donc allons chercher avec Socona la place du numéro 1. On peut le faire. Plus sérieusement, dernière question, et pas des moindres, c'est la question que je pose à chaque personne qui passe ici sur le déclic. Parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a une chose que tu n'as pas encore partagée ici ou ailleurs dans le cadre d'autres interviews qui a limite créé chez toi une transformation, je dirais, identitaire, que ce soit sur le pro ou sur le perso, bref, vraiment un vrai déclic, un truc que, quand je te dis, voilà, le truc qui t'a le plus marqué dans ta vie, que tu n'as pas encore partagé et qui pourrait créer peut-être un déclic chez celles et ceux qui nous écoutent, t'as carte blanche pour le mot de la fin. Waouh. Alors, j'ai l'impression que je partage vraiment tellement de choses que non, ça j'ai déjà partagé, ça j'ai déjà dit au cours d'une story ou quelque chose. Mais je pense que c'est vrai que où j'ai eu... ça je crois que j'en ai pas parlé. C'est qu'un jour j'étais tombée sur une statistique qui disait qu'en fait, pour une personne issue de milieux populaires, il fallait 6 ou 7 générations, c'est ça, à peu près 180 ans, pour qu'elle passe juste au statut du dessus. Donc, une personne d'un milieu populaire, pour qu'elle passe à une classe moyenne, il fallait 6 générations. Wow. Et en fait, je ne sais même plus où j'ai lu ça ou ce truc, et ça a été tellement violent pour moi, parce que je suis issue de milieux populaires. Je me suis dit, je ne suis pas dans la merde, si c'est vraiment ça. Et je me suis dit, et je sais que ce truc-là, en fait, il était resté quand même en moi. Et je me disais, non, je vais être contre cette statistique et je vais prouver que c'est pas possible, que c'est pas ça. Et que cette statistique doit changer, surtout aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, etc., où il y a vraiment des belles opportunités. Il faut qu'on change ça, quoi. C'est pas possible. Merci, Socona. Voilà. Et ça, je l'ai pas partagé. Merci pour ce partage. Voilà. Et bravo d'avoir battu la statistique. Ouais. À bientôt, merci. Merci.